Probablement qu'avec du recul, ça a été le groupe Messenger qui a le plus changé notre vie à tous les 5, je crois. Je vais arracher son t-shirt comme ça et chercher la merde avec moi. Donc moi, je vais chercher mon autre associé qui est beaucoup plus grand et baraque que moi. Louis. Juste avant de continuer, ça s'appelle comment ce podcast ? L'apéro. Mais ouais, non, surtout content de t'avoir pour discuter tout ce qui est hôtellerie, restauration à Lausanne. T'es quand même un acteur majeur, je te fais mousser un petit peu, mais avec tes associés... Ça fait toujours du bien. Ouais, avec tes associés, vous êtes quand même hyper présent dans Lausanne. L'ouverture du Pointu, alors moi j'étais étudiant en hôtellerie quand vous avez ouvert le Pointu, et je me souviens que c'était genre le phénomène à Lausanne, surtout les premières soirées, les premiers événements. Je crois qu'on vous a calmé un petit peu dès le début à l'ouverture, non, au niveau du nombre de gens, de décibels, du voisinage. On va pas se le cacher, c'est une belle histoire celle du Pointu. On a ouvert en 2016. On budgétait X et on a fait 3 fois ce X. Du coup, nos problématiques, c'était des bonnes problématiques. C'était comment gérer ce flux, comment gérer tous ces clients, comment recruter des gens assez compétents pour nous épauler. Du coup, c'était des problématiques super stimulantes. On était entre potes, on était encore assez jeunes à l'époque. 2016, moi j'avais 26, mais j'étais le plus jeune. Les autres, ils avaient 26, 27, 28. Tous nos extras, c'était soit des gens qui étaient en fin d'école hôtelière ou qui venaient de finir. Du coup, on avait tous entre 23 et 30 ans. Et je dois avouer que de toutes mes expériences de restauration, c'était la plus belle expérience humaine qu'on ait eue parce que c'était notre premier. Il y avait vraiment cette évolution, un peu cette évolution tout autour de ça où on a créé des liens. Et puis... depuis tous les gens qui ont partagé notre vie à cette époque, je suis encore en contact avec beaucoup de gens et c'est devenu des vrais amis, alors que maintenant effectivement quand ça fait 6, 8 ans, 10 ans que tu fais ça, peut-être que tu vas mettre un petit peu moins d'énergie dans tes relations avec les employés parce que tu as aussi parfois eu des désillusions, donc tu apprends aussi un petit peu à te méfier, à pas forcément trop t'investir. Mais vraiment, cette première année au Pointu, quand tu ouvres, tout le monde, on partageait toutes les galères tous ensemble. C'était vraiment... j'ai jamais eu des employés aussi motivés, mais en même temps, nous, on était là 12 heures par jour. On était les 3 associés qui bossions dans le Pointu. Vous étiez combien au début du Pointu ? Alors, on était 5 associés au début du Pointu. 3 à bosser opérationnellement là-dedans et 2 à nous soutenir un peu derrière. Ils avaient encore leur job... normal. Okay. Du coup, on était 3 à bosser dedans. On avait énormément bossé. On a tous perdu beaucoup de poids, ce qui était pas plus mal pour certains. C'était super dur physiquement. C'était super dur mentalement. Tu te rends compte que quand tu es excessivement fatigué, tu deviens émotionnellement très fragile aussi. C'était super instructif. Beaucoup de leçons à tirer. Tout ça, énormément de leçons à tirer. Et, à tel point que grâce à ce qu'on a appris ces 2-3 premières années, on a tous pu après se développer un peu chacun de notre domaine de prédilection. Mes 2 associés, Mathias et Cédric, du coup, qui bossaient dans des boîtes normales, comme je disais, ont maintenant switché et aussi sont lancés dans la restauration à plein temps. Du coup, je pense que aussi ça les a inspirés comme aventure humaine, cette ouverture de restaurant. Au début, on était très complémentaires dans nos compétences, parce qu'il y avait Steve qui avait bossé aux Arches, qui était très orienté bar, boisson. Moi, qui était plus l'épicurien au niveau de la nourriture, donc je gérais plus la nourriture, contrôle qualité, mais au début, c'était surtout l'envoi de la qualité. Et Vincent, qui était plus porté sur le service, la relation avec les gens. Vincent aime les gens et leur rend bien. Le premier cuisinier. Le bon petit Luc. Genre les premières recettes, tout ça, ça s'est fait Alors, comment ? on a fait pas mal de tests à la maison, mais putain, on n'était pas prêts. Parce qu'il y a un problème, il y a une énorme différence entre faire tes tests à la maison pour tes potes et les faire pour 40-60 personnes à midi.
Quand j'y repense, mais on était tellement des newbies au début, donc on avait déjà ce concept de tartine. Mec, on avait acheté un grille-pain pour faire toaster les tartines avant de les envoyer aux clients. Un grille-pain comme j'ai à la maison. Vous Ouais, avez ça, un peu un grille-pain de compète, Ok. un peu plus gros quoi, mais globalement ouais. Et, après le premier service, on s'attendait à faire 15-20 personnes, on avait fait 40. On s'est dit, et on a regardé notre grille-pain comme ça, on s'est dit mais alors là, qu'est-ce qu'on fait là avec un grille-pain là? Et le premier service, j'étais en cuisine, je dois avouer, je l'assume tout à fait, que je suis sorti de là et que j'ai pleuré. Ah ouais, d'accord. Ah non, mais c'est dur la cuisine, j'ai beaucoup de respect pour les cuisiniers, mais parce que c'est un métier qui est dur, parce que tu produis, bon, c'est peut-être comme un métier de brassière, quoi, mais tu produis, ça te prend beaucoup d'énergie, ça te prend beaucoup de temps à tout produire, tu y mets beaucoup d'amour, tout se fait défoncer pendant le service, t'as plus rien, et d'un côté, t'es content de vendre. Mais d'un autre côté, tu dis, bah, tout ce que je vends, je vais devoir le reproduire juste après le service. Alors que dans ton esprit, tu t'étais dit, ah bah, je vais produire, je vais être tranquille pendant 2-3 jours, je vais reproduire dans 3 jours. Du coup, il y a ce côté qui pour moi, c'est un espèce d'éternel recommencement, vraiment au jour le jour. Et j'ai beaucoup de respect pour les cuisiniers globalement, parce que je trouve que c'est de la restauration, c'est clairement le métier qui est physiquement et mentalement le plus stressant et le plus dur. T'as combien de places assises au Pointu? On a 66 places assises 66, au Pointu. et genre le Ce qui premier est la jour, taille parfaite. premier jour d'ouverture, donc peut-être pas le soft opening avec tes potes machin, mais le premier jour ouvert, public machin, vous avez fait combien de places? À peu près. Dur à dire, mais déjà à midi on t'ai fait démonter, quoi. on avait fait 40 et quelques couverts de tout premier service. Bon, Ouais, mais à vos moi, soirées, vous deviez même avoir des videurs, non? c'est arrivé assez rapidement. Pour bar, quoi. C'est arrivé assez rapidement. Ça, c'était le midi. Après, le soir, ça nous a un peu moins peur parce que l'offre de restauration était très réduite. Du coup, c'était surtout servir des binges, des verres de vin, des cocktails. On était un peu plus rodés là-dessus. Surtout que c'est là qu'on a découvert, qu'on a recruté Vincent, qui maintenant est gérant de Ban et qui nous a beaucoup aidé au niveau du bar, Vincent Prunière, du coup. Mais ouais, on avait 90, 100, 120 personnes le soir. Nous, on a beaucoup de mobilier au Pointu, donc c'est pas comme au Great, par exemple, où il y a un grand espace vide où tu peux accumuler les gens. Ça péjorait quand même beaucoup la qualité du service, mais l'ambiance était vraiment très cool. Et je pense que pour ça, on avait vu juste. Nous, on a essayé de faire un bar au Pointu qui était pas un bar à bière ou bar à sport, qui était pas non plus un bar à cocktail, mais qui était un bar du quartier avec de l'ambiance le soir et qui était avec La des bonne produits de qualité produits de qualité la journée et tout. Et en fait, c'est simple, hein, on est 5, on était 5 au début, plus Sophia Clara qui était une influenceuse qui nous a beaucoup aidé à lancer les brunchs et tout. Du coup, à 5, tu ramènes chacun 10-20 potes, tu leur remplis ton resto. Les premiers soirs, tes restos est plein, les gens ils voient ça, ils se disent tous en passant devant, oh ça a l'air stylé, c'est complet alors que ça vient d'ouvrir. Et puis après, la machine est lancée. Et je dois dire que de tous les restaurants qu'on a ouverts ensemble, le Pointu, c'est quand même personnellement ma plus grande fierté parce qu'elle correspond à l'ADN de la restauration qui est pour moi de faire un lieu où il y a tous les âges, toutes les classes sociales qui se mélangent. Et puis c'est de créer un lien social entre toutes ces personnes. Et puis le Pointu, c'est probablement celui qui répond le mieux à ces critères. Parce qu'au début, on s'est un peu fait clasher comme bar bobo hipster parce qu'on faisait des avocats de toast. Maintenant que Toulousaine fait aussi des avocats de toast et que nous on n'en fait plus d'ailleurs, on a plus trop ces critiques de bar bobo hipster. Et je pense que les gens qui habitent dans le quartier, ils sont très contents d'avoir la plupart en tout cas, ils sont très contents d'avoir le Pointu dans le coin où tu peux venir de 7h du matin jusqu'à minuit, boire un cappuccino au lait d'avoine, déca avec un supplément sirop, je ne sais quoi, ou le matin, ou alors le soir d'aller prendre un bon cocktail ou une binge de la Neb. Exactement. Et d'ailleurs, l'histoire du Pointu est étroitement liée avec celle de la nébuleuse. Oui, c'est vrai que c'est comme ça que moi j'explique notre lien, en tout cas entre les gars de la NEB et nous. C'est que eux, ils avaient lancé la NEB en 2013-14. Donc ça faisait 2 ans, ils commençaient à se professionnaliser pas mal. Et nous, entre associés, au début, on a eu des grands débats sur... ça nous semblait presque bizarre
d'avoir un bar avec que de la craft beer en pression. Parce d'autre qu'à faisait l'époque, ça. personne ne le faisait. Ouais. Et on a eu des grands débats, hein, parce que forcément, sur de la lager industrielle, en tant que restaurateur, tu vas plus marger. Et il y a aussi une clientèle qui aime ça, on va pas se le mentir, on va pas se le cacher. Et en fait, ça s'est joué à une voix. Vu qu'on est 5, c'est pratique hein, quand il y a des débats comme ça. Ça s'est joué à une voix. Toujours le même, hein, c'est toujours Steve qui va couper parce que Vincent et moi, on est très opérationnels. Cédric et Mathias, un peu plus en retrait. Et il y a Steve qui est un peu entre les deux. Et c'est souvent sur lui que ça retombe de devoir trancher. Mais ouais, ça s'est joué à une voix de pas avoir un bec de Feldschlossen ou d'Heineken ou de je ne sais quoi, et d'avoir que des becs de Neb, blonde, blanche, IPA. Je crois pas qu'on avait de bière du moment à l'époque déjà. La pointure. Non, je pense Non. qu'il y On avait que les 3, trois. on a changé la. Il y avait la poiture à la bouteille. Ouais. Ouais, on a fait une poiture à bouteille qui était une de mes bières préférées d'ailleurs. Excellent bière. Et puis du coup, on était le premier bar, je crois, de Lausanne à avoir que des bières pression. Ça a peut-être un tout petit peu participé au début à notre petit côté bar bobo hipster qui clair. se la pète, mais maintenant c'est devenu la norme dans pas mal de bars qui sont assez impliqués dans l'économie locale. Et puis nous, ça nous a permis de nous professionnaliser. hein. Et vous, ça vous a permis de montrer que c'était possible pour un bar de marché et d'avoir que de la neb. Et depuis, nos destins sont liés à plus d'un exemple, quoi. Ouais, Puisque c'est dans clair. quasiment tous nos restaurants, on a des bières de la Neb plus ou moins en exclusivité. Et maintenant, il n'y a plus aucun bar à Lausanne qui n'a pas une bouteille au moins de bière craft dans le coin, que ce soit nous ou n'importe qui d'autre. Ça doit quoi. pouvoir se trouver quand même. Ça se trouve quand même. Il y a quelques Il va y avoir quelques PMU, ils sont Ouais. pas encore là les pieds. Quoi, hein. Ouais, c'est ça. Il y en a mais dans le centre-ville de Lausanne, non. Nous, Bon, on galère, j'ai trouvé très révélateur, tu pourras le laisser dans le podcast ou pas celui-là, mais très révélateur du bar que tu avais essayé de démarcher à l'époque et qui t'avait dit la nébuleuse, maintenant c'est trop mainstream, nous on va mettre de la Heineken, c'est plus Ouais. c'est Ah, plus il y a eu niche. ça, sérieux Ouais, Ouais. on m'a dit ça, on vous voit partout, on va mettre autre chose, on va mettre de la bière à Moretti. Ah oui, de la bière à Moretti. L'argument, tu sais, j'adore. Celui-là, ça veut dire que la boucle est bouclée un petit peu, tu C'est vois. ça, c'est ça. Ouais, bon, Exactement. d'avoir une bière locale qui crée des emplois localement, qui font bosser des gens que toi tu connais, même si elle est un peu mainstream à Lausanne, effectivement, parce que c'est votre berceau, votre berceau, quoi. Je vois pas en quoi Non, mais tu vois, c'est c'est des un approches. désavantage. C'est des approches différentes. Tu vois, en Suisse allemande ou en Allemagne, si c'est pas pour citer d'autres pays, mais il y a un ancrage fort à la brasserie locale. Tu sais, Ouais. Et en fait, on s'en fout que ce soit partout parce que c'est la bière d'ici. Tu vois, donc Ouais. c'est même pas un débat en fait pour les gens. Alors que c'est vrai qu'ici, ça arrive que, en fait, parce qu'on nous voit trop, c'est mainstream. Alors que comme tu le dis, bah, on fait partie du cru. Quoi. On est là, on a grandi ici, on fait, on génère l'économie, on participe à l'économie du coin. Puis heureusement, on le fait pas trop mal. Et du coup, il n'y a pas de raison que la majorité en fasse. Il y a mainstream, c'est pas forcément une mauvaise chose. Tu vois, on est Non. en fait, on devrait le voir comme une fierté justement. Mainstream localement, c'est une fierté, ouais, Ouais, bien exact, sûr. c'est clair. Et puis pour en revenir, je te regarde toi, Kouros, parce que tu es un fondateur des Nébuleuses. Moi, personnellement, quand je perds un petit peu la foi dans mon travail, parce que quand tu es entrepreneur, on va pas se le cacher, parfois tu perds un peu la foi et t'essayes de le cacher Ouais. parce que auprès de tes employés, ça passe pas, mais c'est pas tous les jours facile. Tu perds un peu la foi ou l'énergie ou la motivation. Et parfois, moi, pour me remotiver et pour retrouver un petit peu un sens à ce que je fais, bah, tu te rappelles que tu crées des dizaines d'emplois, qu'il y a des dizaines de personnes qui arrivent à vivre grâce à ton travail et que ça, c'est quand même un truc qui n'a pas de prix et qu'il n'y a pas beaucoup de métiers dans lesquels tu peux aussi te prévaloir de créer autant de Liens social. valeurs sociales et humaines, je crois, parce que finalement... regarder ton staff et te dire que grâce au boulot qu'il a ici, il a réussi à trouver un chouette appart, à s'installer avec sa meuf, à avoir un enfant, tout ça, bah ça fait quand même, ça donne quand même du baume au cœur et puis ça te rappelle pourquoi de temps en temps, pourquoi toi tu trimes. En fait, c'est le tout ça. fardeau de notre métier, mec. Je pense que les emplois que tu crées, et, enfin, finalement, les gens que tu nourris indirectement, bah, c'est une pression, tu vois, de pas leur faire perdre leur temps, pas les décevoir, pas les, Ouais. les tromper d'une certaine manière. Enfin, tu vois, c'est un honneur de dire que les gens, ils sacrifient leur effort et leur temps pour ta cause, tu vois. Ouais. Du coup, c'est un poids quand même émotionnellement.
mais aussi dans notre métier, restauration et alimentaire tout court, en fait. Enfin, ce genre de restauration qu'on fait, tu vois, nous, et d'alimentaire, c'est-à-dire que c'est pas du ultra transformé, c'est pas du ultra stabilisé dans tous les sens. Du coup, genre, nous, on crée un produit qui génère une émotion chez le consommateur. Du coup, en fait, on est jugé énormément. Ouais. Nos efforts sont énormément jugés. Tu vois, Bah, c'est aussi le prix à payer quand t'es local, effectivement. Quand t'es local, les gens ils te connaissent. Du coup, ouais, exactement. oui, pour rebondir là-dessus, toi, on va se permettre de te faire des retours sur la bière que tu vas brasser. Ouais, Que jamais ça te serait venu à l'esprit de faire le même retour à Heineken ou à Carlsberg parce qu'on Vraiment. le connaît, parce que t'es local, parce que t'es à dimension humaine. Ouais. Dans la restauration, c'est souvent demandé aussi pourquoi. Comment ça se fait que les gens, quand ils prennent 2 tournées, ils se permettent de dire ah bah la 3e elle est pour le patron. Et je suis là genre je sais pas, quand t'achètes 3 bouteilles de vin à la COP, est-ce que tu demandes si la 3e c'est pour le patron de la COP? Non. Mais on s'est beaucoup interrogé là-dessus. C'est vrai que c'est le prix à payer quand t'es local et à taille humaine. C'est un prix qui est ok à payer, je crois. Hein. Mais c'est vrai qu'au début, quand tu ouvres un resto, ça t'interpelle un petit peu. Au début, les premiers trucs comme ça, quand les gens et puis c'est quand même marrant de parfois retranscrire un peu notre situation et les interactions qu'on peut avoir avec des clients ou avec des fournisseurs dans un autre domaine, genre un peu plus consensuel, genre la banque ou la grande distribution ou tout ça. Et parfois, tu te rends compte que, ouais, typiquement, genre, l'exemple le plus flagrant, c'est j'ai pris 2 tournées, la 3e elle est pour le patron. Mais est-ce que tu vas dire ça à ton banquier, Surtout qu'il a à de la plus grosses marges que COP, toi. à Zara Ah, mais tu vois, quand tout ça. nous, on n'a pas un métier qui est purement transactionnel, tu vois. Évidemment, il y a la transaction, c'est ce qui fait tourner la machine. Ouais. Mais comme tu disais avant pour la humain, cuisine, tu vois, le fait, c'est que toi, tu t'es peut-être arraché dans ta cuisine, tu as fait le meilleur plat possible, et puis il y a des personnes qui vont te vomir dessus, tu vois, dire mais putain, ce toast, il est pas assez grillé, c'est scandaleux, machin. Ou alors, pareil, nous, mais putain, cette bière, elle manque de caractère, c'est de la merde. Puis t'es là, mais gars, en fait, puis vous faites de la merde, puis t'es en fait, gars, mais alors que t'aimes pas, je veux bien, mais genre, tu peux pas nous enlever le fait qu'on s'est arraché pour le faire le mieux possible, Ouais. tu vois. Je pense que Et vu parce que c'est un produit émotionnel. Si on faisait des PQ, mec, et puis ton PQ, il est pas assez doux. À un moment, t'es là, bon, bah, j'achèterai un autre rouleau la prochaine fois. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'experts en bière et en restaurant qu'en PQ, effectivement. C'est ça. Je veux dire, au début, tu as une application qui s'appelle Untapped. Je sais pas si tu connais. Au début, c'était Right Beer surtout. Ouais, Au tout début. Et maintenant, bah, la plus tendance, c'est Untapped. En Suisse, c'est pas méga utilisé. C'est assez utilisé, mais pas méga. Aux États-Unis, en fait, toutes tes bières, les gens prennent une photo, ils les classent, ils te mettent des notes, des commentaires, Ah ouais. etc. C'est le vino de la bière. Ouais, c'est un peu le vino de la bière. Et Alors, tout le monde a des notes. Genre, c'est très rare. Je connais presque aucune brasserie qui a des bonnes notes. Et tu te fais Non, mais démonter. si, mais après, il y en a, c'est ultra bien noté. Systématiquement, parce que c'est un nom ou parce que des noteurs connus notent bien, du coup, forcément, ça note bien. Ou il y a des. Et surtout, dans les festivals où quand tu voyages, il y a beaucoup de gens, ils font ça, mais ils checkent les ratings sur Untapped, et puis c'est ça que tu consommes, ou c'est ça que tu vas aller voir. Donc pour ceux qui sont bien notés, c'est du pain béni, hein. Surtout dans les pays comme les States, en Angleterre, machin, où c'est vraiment Alors, on est utilisé. d'accord que culturellement, en Suisse, Si, en non. France, par exemple, ça Il y a moins existe pas vraiment, ce truc. Il y en a, mais tu Enfin, vois, c'est genre, vraiment un truc de pays de la bière, quoi. Il y a 2 mois, on a eu une note sur une bière. C'était genre 3 sur 5, bof, vraiment pas bonne, mais en même temps, elle a 2 ans. T'es là, genre, mais en fait, t'as répondu à toi-même. Le gars, il a trouvé une bière qui avait 2 ans, une vieille éphémère qu'on a faite. Il l'a quand même notée 3 sur 5 en disant elle manque de goût. Il fait bah oui, elle a 2 ans, ta DLC, elle a expiré il y a 1 an. 3 sur 5 pour une DLC passée, c'est pas mauvais. Tu hein. vois, c'est une bonne note. On a eu des 0,5, j'aime pas les IPA, quoi. Ouais, voilà, des Du trucs coup, comme c'est ça. Ah bah bienvenue dans notre vie de restaurateur, Ouais, effectivement. non, Effectivement, pour refaire le lien, tu te fais juger sur Internet en tant que restaurateur par beaucoup de gens, ce qui est pour moi largement ok et instructif souvent. Après, faut regarder la note globale, quoi. Faut pas regarder trop dans le détail. Au tout début, c'était pas facile à vivre pour moi. Ah ouais, bah parce que c'est toi t'es brasseur en plus, tu vois. Peut-être que Ouais. Jérémy ou Arthur, ils ont peut-être Potentiellement, un peu moins de mal à avoir les Moi, je me retours sentais parce ultra que. responsable du produit. Bah tu ouais, vois, mais toi t'es le chef de cuisine de la NEB. non, C'est c'est sûr ça, que c'est ça. si t'as des avis comme quoi ce plat il a pas plu, tu vas le prendre personnellement. Bah, c'est Alors sûr. que le mec du service ou qui fait de l'admin, il va peut-être Ouais. peut-être le prendre de manière plus analytique. Clairement. Complètement. Alors que maintenant, un détachement complet, tu vois, genre, je pense que si t'es fier et droit dans tes bottes vis-à-vis de ta déontologie personnelle, genre, t'as rien à te reprocher. Tu vois, et puis c'est pas
d'autres. Et puis c'est vrai qu'avec l'expérience, tu sais un peu ce que ça vaut. Au bout d'un moment, tu sais aussi ce que ça, tu sais aussi ce que ça vaut. C'est vrai qu'au début, quand tu manques d'expérience, où tu as besoin peut-être de t'affirmer, de trouver un peu de la confiance dans ce que tu fais et tout, ça peut probablement faire plus mal au cœur que quand tu fais ça depuis 10-15 ans et que tu sers des centaines de clients par jour, ou alors tu fais X hectolitres par jour. Et ben c'est sûr qu'au bout d'un moment, tu es là, bon, écoutez, moi je comprends que ça vous corresponde pas, cette bière ou ce plat. Mais moi, je l'ai goûté, je vois bien que c'est ce que nous, on cherche à faire. Et c'est ce que 3/4 des clients aiment. Donc, prenez autre chose. Non, un autre exemple où tu apprends finalement à te détacher avec le temps, c'est quand paradoxalement, tu as une bière où tu es plutôt fier et tu te dis ça va être bien reçu, elle se fait dézinguer. Derrière, tu en as une autre, c'est pas fou, honnêtement. Genre, nous, honnêtement, tu peux pas, surtout pour les éphémères, tu peux pas sortir à chaque fois spot on alors qu'on teste pas. Nous, les tests, c'est 3000 litres, tu vois. Par contre, on accepte une déviation sur l'idée de base. Du moment que c'est une éphémère, de toute façon, il n'y a pas d'homogénéisation à chercher. On va juste chercher un truc qui soit intéressant. Si c'est vraiment une cata, on jette, mais heureusement, c'est comme dans la cuisine. Du moment que tu sais utiliser tes ingrédients, alors, tu vas jamais arriver au stade où tu vas devoir jeter, tu vois. Ouais. À part si t'es infecté et tout, c'est un autre problème. Mais il y a des bières, des fois, où genre, un peu déçu sur le résultat, ça passe, mais c'est pas fou. Tu t'attends de faire dézinguer, puis derrière, ça passe nickel. Puis celle que t'as surkiffé, elle se fait dézinguer, puis des fois, t'es là, bon, bah... Final, oui, parfois tu comprends plus trop. Parfois tu comprends plus trop. Le palais s'habitue. C'est ça qui est le plus dur dans notre métier, c'est d'essayer de pas de faire une différence entre tes goûts personnels et ceux des clients. Bah ouais, parce que moi, il y a des trucs que j'adore ou que j'aime pas du tout et qu'on va servir aux clients et qui vont trouver ça et que leurs goûts vont être à l'opposé du mien. Et ça, c'est vraiment toujours essayer de garder ce petit pas de recul en mode... Cuisine pour les autres, pas pour toi, quoi. Ouais, bien différencier de tes goûts personnels des goûts de ta clientèle. Et puis bien connaître ta clientèle, finalement, ça reste effectivement, je pense, un facteur clé du succès parce que en tout cas, quand tu as des trucs qui sont de taille assez importante pour que tu doives essayer d'être consensuel, bien sûr, si tu as un restaurant de 20 places, de 15 places, tu peux te permettre de faire que des trucs qui te font vibrer toi parce que tu pars du principe que tu incarnes le restaurant probablement et que la clientèle qui vient remplir ce petit restaurant, c'est des personnes avec qui tu vas partager les mêmes goûts. Donc oui, à partir du moment où tu as un restaurant qui dépasse les 60, 80, 100 places ou que tu arrêtes de brasser que de la bouteille et que tu passes à des fûts et que tu veux vendre ces fûts à des bières, à des bars où il y a une clientèle super diverse et variée qui va venir, forcément, tu rentres dans une nouvelle dimension où tu vas chercher à être consensuel. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien ? Je ne sais pas. C'est pour ça que moi, personnellement, tu connais ma nouvelle théorie, Louis, c'est que on a ouvert des restaurants de plus en plus grands et que passer un certain stade de taille, pour moi, tu réfléchis plus à comment être consensuel plutôt que comment faire quelque chose qui va te plaire et plaire aux clients. Et moi, j'ai déterminé que passer un certain stade, ça me correspondait plus trop parce que je pense qu'être quelqu'un d'assez franc, honnête et je préfère partager moi mes passions, ce qui me plaît ou ce qui me fait vibrer plutôt que d'essayer de réfléchir à qu'est-ce qui va bien marcher. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est un gros switch que tu as quand tu passes une certaine taille. C'est une vraie différence de raisonnement que tu dois avoir passé une certaine taille. Tu vois, j'ai géré le pointu pendant un petit moment. Ensuite, je suis passé au Loxton. Loxton, c'est quand même beaucoup plus grand que le pointu. C'est une clientèle complètement différente. Et vraiment, la logique n'était pas du tout la même. C'était comment faire des plats jolis et qui plaisent aux gens. Alors qu'au pointu, c'était les filochés de canard avec le chou rouge, ça marchait étonnamment bien. On va mettre ça sur une tranche et puis on verra bien ce que ça donne, tu vois. Mais nous, on a kiffé, on a passé un moment à manger ça, on va l'essayer, on verra bien. Non, passer un certain stade, t'es obligé de faire peut-être des bières ou des plats qui, toi, te font pas vibrer, mais qui vont marcher, qui va être probablement le best-seller, tu vois. Je te vas pas voir beaucoup de diversion alors que je sais qu'elle marche très bien, tu vois. Elle marche très bien. Alors, c'est sûr. Surtout que moi, j'étais clairement pas convaincu de la son d'alcool. Je clame haut et fort que je reconnais que j'avais clairement tort. Mais voilà, comme tu dis, au final, on doit assumer. On fait un business, on va gagner nos vies. On n'a pas des family office ou des grands groupes derrière qui financent à tour de bras. Donc, on peut pas se permettre de tourner à perte. Tu vois, genre, à un moment, selon la taille...
Je pense en effet la taille définit en effet l'approche où est-ce que tu peux te permettre d'être plus égoïste sur le goût ou tu dois en effet trouver un milieu, tu vois. Bah, c'est un vrai très choix, juste, c'est un vrai choix de vie. Et Ouais, sans vouloir partir en énorme problématique, mais Bah ouais. est-ce que t'aurais pas été plus heureux si vous étiez tenu à faire moins d'hectolitres et à pas viser une croissance importante, mais à viser plutôt quelques clients très sélectifs sur lesquels vous auriez fait des bières qui t'auraient fait vraiment à chaque fois kiffer. Mais après, le concept du bonheur, il peut changer avec le temps. tu C'est vois. vrai aussi. J'allais dire, tu connais pas Kouros, je t'interromps, pardon, mais Kouros, Arthur et Jérém, tu les mets Ouais. ensemble, on a fait une sortie de tir à l'arc. Ouais. C'était censé être fun. Les trois se sont tirés la bourre pendant Ouais. 1 heure. C'était à qui devient le meilleur au tir à l'arc en 2 heures. Et genre, Bah, les entrepreneurs sont des compétiteurs. Voilà, souvent, exactement. Je connais pas beaucoup Donc, des entrepreneurs même s'il qui te aiment dit- perdre. même s'il te dit maintenant, oui, on aurait peut-être été plus heureux, il l'aurait jamais fait. Non, mais justement, alors. On Bon, vit, sur on le vit dans un concept- monde qui te pousse à la croissance. On vit quand même dans un monde qui te pousse Non, la croissance, à viser de la croissance. clairement. Pas La croissance, pas je que vous, l'assume. mais tout le monde. La croissance, je l'assume largement. Clairement que ça aurait été moins houleux si on ne visait pas une croissance comme on l'a faite, tu vois. Maintenant, la croissance, c'est pas comme si elle est planifiée sur papier. Enfin, il y a 10 ans, tu me dis exactement. Enfin, si j'avais imaginé la réalité d'aujourd'hui, j'aurais jamais cru, tu vois. Bien, tu le prends au jour le jour. Ah ouais. Par contre, c'est sûr, le côté compétitif, vouloir challenger, tu sais, genre, un moment, moi, si c'est, toi, comme tu l'as très bien décrit avant, dans le cadre de la cuisine, c'est un éternel recommencement, la production. Ouais. En fait, c'est un cycle sans fin. Tu produis, tu mets en bouteille, tu stockes, puis en fait, ça part, tu reproduis, tu mets en bouteille, tu stockes, tu reproduis, tu mets. Et c'est tellement sans fin, tu sais, que au final, pour revenir au bonheur, moi, le bonheur, en fait, je l'ai trouvé dans le challenge opérationnel, mec. vrai. En fait, je prends plus plaisir maintenant sur le côté ingénierie et process du truc que purement produit. Tu vois, et puis tant mieux parce qu'il y en a d'autres. Hein. Il y a des Yves, Gonzalo, tout ce côté créatif et tout. Genre, c'est avec grand plaisir que je leur laisse faire, tu vois, faire ce que moi je faisais à l'époque. Mais le côté ingénierie, le côté optimisation et tout, c'est méga excitant. Puis au final, j'aurais jamais eu ce genre de Ouais, c'est challenge vrai, c'est intellectuel Et c'est vrai que je suis. à une taille plus petite. Tu vois, jamais. Tout à fait. Et c'est vrai que bah, pour en revenir à une. Enfin, sans vouloir faire nos pauvres Calimero, mais quand tu es entrepreneur, généralement, tu es à la même boîte pendant longtemps. Et forcément, tu es humain et tu as des cycles de motivation. Et c'est vrai que, dépendamment de ton moment dans ta vie, tu vas vouloir peut-être tu vas peut-être être plus intéressé par gérer un petit restaurant qui est au milieu de la nature. Et puis, à un moment, tu vas peut-être te dire, OK, bah, en fait, ça va peut-être plus me faire marrer de superviser les restaurants et de mettre un petit peu de distance avec moi. Et puis, peut-être que demain, finalement, vous allez créer une filiale de la NEB qui va faire que des éphémères. Enfin, tu vois, je sais pas. Enfin, finalement, c'est essayer de se tracer soi-même, enfin, de se tracer toi-même un chemin qui te correspond à tes aspirations, tout en, effectivement, essayant de faire coller tes aspirations personnelles à celles de la boîte, quoi. Et des associés, hein, parce qu'au final. Et des associés, bien sûr. Il faut que tout le monde ait son compte à gagner dans l'histoire, quoi. Mais en parlant de ça, le pointu, ça s'est lancé comment? C'était quoi la toute première conversation où vous vous êtes dit pourquoi pas? C'était quoi Alors, moi, le pointu, j'habite juste derrière. À l'époque, je bossais à Genève pour La Fourchette, là, le logiciel de réservation en ligne qui appartient à TripAdvisor. Et tous les jours, j'allais prendre mon métro à la Riponne. Et à un moment, il y avait des affiches comme quoi c'était à remettre ce truc. Avant, c'était une brasserie, comme il y en avait des dizaines à Lausanne. Le Lavo, non? Ça s'appelait Le Lavo. C'était sur 2 étages. Ils faisaient un peu de tout, des paellas, des raclettes, tout ça. En mélangeant tout allègrement dans le même lieu. Ça appartient à la ville de Lausanne. Et du coup, c'est un appel d'offres. Donc, sans trop y croire, je crée un petit groupe sur Messenger avec quelques potes de l'école hôtelière. On parle là de 2015, du coup. Nous, on avait fini il y a 3 ans. Il y avait 3 ans. On avait chacun nos postes dans diverses boîtes. Et donc, je crée un petit groupe Messenger, mais vraiment plus pour le fun. Au début, je dois dire, en mode...
Je sais que Vincent Beresville, il a ça dans le sang, et qui m'a souvent dit qu'un de ses rêves, c'était d'ouvrir un restaurant. Je sais que Steve, il bossait aux Arches à l'époque, machin, et que ça aurait été une vraie plus-value pour nous d'avoir quelqu'un avec son expertise. Mathias, je sais que c'était un mec qui avait une vision stratégique et financière qui est mine de rien importante pour ce genre de business. Du coup, on se réunit tous les 4. On se dit, ah, bah, vas-y, on va faire un business plan. Enfin, à l'école hôtelière, t'en fais quand même beaucoup de business plans. Tu fais ça, on a fait ça en un week-end. On avait besoin d'un coup de main sur je ne sais plus quel point. Du coup, on appelle un autre pote à nous, Cédric, qui nous rejoint pour nous aider. Et finalement, il dit, attends, moi aussi, je suis chaud. Donc, finalement, on s'est retrouvé à 5. Et on a rendu notre business plan. Et, a priori, ils nous apprennent bien à faire les business plans à l'école hôtelière parce que on a été sélectionné. C'était un intéressant processus de sélection de la ville de Lausanne. Ils sélectionnent au début 5 dossiers, ensuite 3, ensuite 2, et puis tu fais des entretiens, des choses comme ça pour dire toi quelles sont les valeurs que tu vas mettre en avant, enfin décrire ton concept, machin. Et puis finalement, contre toute attente, c'est nous qui avons été sélectionnés. Alors que c'était vraiment au début une idée pour voir ce que ça donnait, quoi. C'est un groupe Messenger qui a un peu changé ta vie quand même, du coup. Ouais, et je crois que il y a un petit bouquin qui raconte notamment ça, qui traîne au pointu sur les étagères, mais je crois que le groupe s'appelait On se lance, point d'interrogation. Et effectivement, probablement qu'avec du recul, ça a été le groupe Messenger qui a le plus changé notre vie à tous les 5, je crois. Hein. Parce que comme je disais, on avait tous des boîtes, chacun, on travaillait tous en tant que salariés. Et du coup, quand vous avez le dossier accepté, vous avez posé votre DM, merci, dans 3 mois on lance le truc. 3 d'entre nous ont posé leur DM, okay. 2 d'entre nous non. Ouais. Puisque un restaurant, on peut pas non plus subvenir aux besoins de 5 gérants. Hein. Ouais. Faut pas oublier que la restauration, c'est quand même un milieu, même pour avec le pointu qui est un restaurant qui marche très bien, un bar qui marche très bien. Un restaurant qui marche très bien, ça fait même pas 10% de marge, donc voilà, ça peut pas non plus dans un restaurant, tu peux pas non plus faire vivre un nombre infini de gens. Donc on s'est mis à 3 là-dedans. On a tout donné les 2 premières années. On a beaucoup bossé, on s'est pas beaucoup payé, on a fait beaucoup d'heures, on a beaucoup donné notre énergie. Au bout de 2 ans, le pointu, c'était une affaire qui roulait. On a fait vraiment, on a vraiment mis les mains à la pâte. Hein. Dans le sens où on a fait les fermetures, on a fait des shifts infinis. On a vraiment mis les mains dans le cambouis pendant 2-3 ans. Et ce qui a fait qu'assez vite, le pointu, il avait des process qui étaient carrés, qui roulaient, ce qui fait que les gens qui venaient bosser chez nous, ils appréciaient, parce que mine de rien, on va pas se mentir, un mec qui vient bosser chez toi en extra, il apprécie quand tu lui dis, bah là c'est ton rang, tu fais ça, c'est carré, on lui demande de faire des trucs, il rentre pas chez lui avec une charge de travail dans sa tête ou en ayant dû improviser en se demandant s'il faisait bien pendant tout son shift. Tu passes un meilleur moment quand ça se passe bien, quoi. Tu passes un meilleur moment quand ça se passe bien, ouais. Et tu passes un meilleur moment quand tu sais ce qu'on attend de toi. Hein. Bah ouais. Donc les gens appréciaient venir travailler, et puis donc après, on s'est dit, bon, on est 3, on est dans l'opérationnel, on va profiter de la dynamique pour en ouvrir un deuxième. On a ouvert le Loxton, c'était plus challenging parce que le Loxton, c'est un vrai restaurant, alors que le Pointu, c'est un bar, café, restaurant. Et que la cuisine, pour en revenir, c'est un milieu à part. Donc on a eu des hauts et des bas au Loxton, comme beaucoup de restaurants. Et globalement, on en a conclu que ce qui était le plus dur dans la restauration, c'était d'arriver à une stabilité dans l'offre, dans la qualité de l'offre, du service, des prix, de l'expérience, d'arriver à une qualité constante. À partir du moment où tu as un restaurant où tu as une qualité constante, tu vas pouvoir développer des habitudes là-bas et tout, et là tu vas pouvoir commencer à développer ton chiffre d'affaires. Mais je crois que c'est un secret pour personne que c'est difficile et qu'il y a beaucoup de restaurants où tu vas une fois en novembre, tu dis à tes potes en fin février, j'ai essayé ce resto en novembre, c'était chouette. Tu y retournes et finalement, c'est pas du tout la même qualité, c'est pas la même personne qui va te servir, celle-là est peut-être plus désagréable que la première, ou mieux, hein, je ne sais pas. Tout ça, donc c'est vraiment un critère important, je pense que pour qu'un restaurant il ait une activité pérenne, que la qualité soit maîtrisée et stable sur la durée.
Et malheureusement, c'est le plus dur parce qu'on est des métiers dans lesquels on ne peut pas payer beaucoup, dans lesquels les conditions sont difficiles de travail. C'est pas facile d'avoir une vie de famille à côté, tout ça, mais c'est un secret pour personne. Nous, c'est un truc auquel on est assez sensible et ça fait plusieurs années que nos employés au Pointu, et moi j'avais mis ça en place au Loxton, ne font plus de coupures, ce genre de choses, ont 2 jours de congés consécutifs. Mais malheureusement, malgré ça, c'est pas tous les jours facile, quoi. Ouais, Parce que c'est un métier qui est comme ça. Ouais. Mais c'est pour ça que c'était un énorme avantage des 3 associés au lancement du Pointu. Surtout, tu as des marges tellement basses. Il y en a beaucoup qui sont attirés par je vais jamais faire mes frites maison, j'achète du congelé, j'achète des trucs préfaits, machin. Et au final, oui, la qualité est plus constante, mais la qualité n'est pas bonne. Donc au final, tu as vite envie de réduire tes coûts, mais il faut savoir aussi sur quel élément réduire tes coûts. Tu parlais avant, mettre de la bière craft dans ton bar ou pas. Si tu avais pris une grosse industrielle, tu aurais fait plus de marge sur ta bière. Mais est-ce que tu aurais eu autant de monde et un aussi gros succès s'il n'y avait pas? Moi, je peux pas le dire et personne peut le dire, tu vois. Donc ça, c'est aussi challenging de savoir sur quel élément tu peux couper des coûts, sur quel élément tu peux pas. Surtout que t'as pas une grosse sur quel marge, élément hein. ça vaut la peine aussi. Ouais. Parce que j'en connais beaucoup des restaurateurs qui ont commencé à faire des frites maison et qui se sont fait allumer par leurs clients parce qu'elles n'étaient pas aussi croustillantes que d'habitude. Ouais. Non, mais il faut bien faire le choix. Il y a des trucs sur lesquels ça vaut pas la peine parce que les gens sont habitués à un certain type de produit. Souvent, l'industrie agroalimentaire est passée par là. Et du coup, leur a bien fait comprendre que le jambon cuit, ça devait être rose, fluo, alors que c'est pas du tout le cas dans un jambon fait artisanalement, traditionnellement, par exemple. Ouais, et on se rend pas compte de l'influence de ce genre d'industrie dans notre vie de tous les jours, mais oui, forcément, en refaisant un parallèle avec la bière, probablement que si les gens avaient pas été habitués à boire de la lager ces 50 dernières années, la nébuleuse, au début, aurait pu se développer beaucoup plus rapidement, mais en fait, ils ont dû habituer les gens à boire de la bière avec un peu plus de caractère, qui n'était pas filtrée, ou peu filtrée, ou des choses comme ça. Et finalement, il y a quand même une question d'habitude. Et, les frites maison, tu vois, pour moi, c'est l'exemple parfait. Sur le papier, les clients, la plupart des clients, je dis pas tout le monde bien sûr, mais ils croient avoir envie de manger des frites maison. Mais c'est tellement différent que ceux qu'on a mangé toute notre vie que parfois on est déçu parce qu'elles vont être molles, elles vont avoir plus de goût de patate, mais souvent elles vont être molles par exemple. Ou il faut les faire très très bien. Ou alors faut vraiment dans ce cas-là, et tu vas payer tes frites 8 balles parce que ça va être le prix, et puis ça va râler, ce que je peux comprendre. Ouais, complètement. Donc il y a un juste milieu à trouver, effectivement. Il y a un milieu, passer un stade, ça sert pas forcément de rogner tes marges ou de faire plus d'efforts. Et par contre, sur d'autres choses, ça va être super utile. Donc, c'est pour ça que je dis bien connaître ta clientèle, c'est quand même un des secrets du succès, je pense. Parce que, voilà. T'as vu des gros changements dans les habitudes, des Lausannois en particulier, ou des Suisses, dans les consommations au restaurant dans les 5 dernières années? Ça a beaucoup changé entre. Bon, il y a le Covid qui est passé par là, hein, ça a beaucoup changé beaucoup de gens. Hein. Tu penses que c'était l'avant-après dû à ça Non. Le gros facteur. Non, je pense que depuis 2016, il y a eu énormément de changements. Bon, déjà, sans nous jeter de laurier particulier quand on a ouvert le Pointu, effectivement, on a essayé de créer, comme je disais avant, ce concept un peu entre bar à bière et bar à cocktail. Ce qu'il n'y avait pas trop à Lausanne, parce qu'il y avait le Great, l'Étoile Blanche, tout ça, qui étaient des bars qui sont très sympas et qui marchent très bien, mais dans lesquels il y avait des matchs de foot, dans lesquels ça sent quand même la bière, Enfin, c'est un vrai pub, quoi, où il y avait des bars à cocktails qui étaient eux aussi très chouettes, avec des très belles compétences. Là-haut, en face de Sardine, c'était avant le Jaja, là, c'était le comptoir, ce genre de choses, mais dans lequel tu pouvais difficilement boire un verre pour moins de 16, 17, 18 francs. Donc nous, on a créé ça au début. Après, je pense que au début, les gens étaient un peu sceptiques. Après, ça a bien pris. Donc maintenant, il y a pas mal d'options comme le Pointu. Mais nous, on n'a rien inventé. Hein. On a regardé ce qui se passait un peu à Paris, à Londres, à Berlin, dans des villes qui avaient un petit peu d'avance sur la Suisse. Et puis, on a juste reproduit ce qui avait l'air de marcher là-bas. Mais clairement, il y a une évolution des habitudes de consommation. Ce que je constate... personnellement, c'est que de un,
Ça existe un peu moins, ce genre de tablé où avec les collègues, t'allais boire un verre à la fin du bureau et puis tu restais jusqu'à minuit à finalement manger tant qu'il y ait des bouteilles de rouge et rentrer bourré chez toi alors que c'est mardi soir et que tu n'avais pas du tout prévu. Ouais. Ça, on est tous un peu plus organisés avec un peu nos agendas, nos trucs et tout. Donc ça existe beaucoup moins qu'avant. Les gens cherchent toujours à se faire plaisir, mais c'est plus en fin de semaine. Globalement, ils picolent un peu moins, j'ai l'impression, mais, notamment les jeunes, ce qui est plutôt pas mal pour leur santé. Mais ce qui affecte forcément nous, notre manière de fonctionner. Ça nous arrive maintenant assez régulièrement le soir d'avoir des jeunes de 18, 19, 20 ans qui vont venir et qui vont boire une limonade ou un chocolat chaud ou un truc comme ça, plutôt que de se boire une bière comme c'était à peu près la norme à l'époque, quoi. J'ai vu une stat récemment en France, c'est genre 65% des 50 ans et plus boivent de l'alcool une fois par semaine. Les 18-25 ans, on est autour des 22-23% des gens qui boivent une fois par semaine. Alors que nous deux, on a fait la même école, je sais très bien qu'une fois par semaine, c'était clairement une fois par semaine, c'était clairement c'était clairement la norme de révision. C'était la norme. Une fois par semaine, sérieusement. Ou très sérieusement. Mais oui, clairement, ça change. Clairement, tout ça a pas mal changé. C'est un aspect psychologique. Hein. C'est un peu. Le Covid, l'inflation aussi. Même si en Suisse, l'inflation n'a pas été aussi violente que dans d'autres pays. Alors, bien sûr. C'est la santé. Enfin, bon, bref. C'est clair que les études. Le porte-monnaie prend un coup, les gens ils sont blasés. Il y a eu un regain post-Covid où c'était l'euphorie totale. Et ça s'est bien tassé. Mais après, c'est aussi les alternatives. Enfin, moi, au Vortex au Perchoir, je suis quand même sur un campus étudiant. C'est le resto que j'ai ouvert en 2020. Je vais être honnête, ça marche pas autant que ça le devrait. Du coup, je me suis longtemps posé la question pourquoi j'avais pas autant d'étudiants que j'aurais voulu, alors qu'on a probablement la pinte de bière de la NEB la moins chère de Lausanne et environ, ou pas loin. Ouais. Et finalement, je me dis qu'en fait, en tant qu'alternative de passer le temps, eh ben, ils ont des dizaines d'alternatives maintenant. Enfin, je veux dire, tu peux passer une super soirée depuis ton canapé chez toi et pas t'ennuyer un instant. Alors que nous, à l'époque, je sais pas, enfin, bon, je suis un peu plus vieux que toi, Louis, mais on va parler à Kouros plutôt. Mais à nous, à l'époque, une fois qu'on avait fait nos révisions, alors à la limite, tu pouvais aller faire un foot avec des potes, mais sinon, à part aller boire des bières, t'avais pas grand chose à faire. En hiver, en automne, enfin, quand il faisait moche, je sais pas, moi, tu faisais tes révisions, tu pouvais peut-être aller jouer un petit peu à la console, mais c'était clairement pas des jeux auxquels tu pouvais jouer des heures comme maintenant, parce que c'était un peu plus rébarbatif, un peu moins fun quand même. Donc effectivement, il y a une question de comment occuper sa journée, sa soirée et tout. Plus que je pense que maintenant il y a des alternatives. Je vais pas le cacher, moi aussi, début le Covid. Il y a quand même, j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à recommencer à cuisiner chez moi. On se fait un petit dîner avec un copine, on se boit une bouteille de vin et puis après on se pose devant la télé, à regarder un bon petit film qu'on avait présélectionné quelque part et on passe une excellente soirée. Je vais pas le cacher. Ouais, par contre, les bars et les restaurants, ça reste un lieu dans lequel il va y avoir des échanges sociaux où les gens ils vont encore. Ça reste encore un des derniers lieux dans lesquels les gens font faire un effort d'interagir socialement, de construire des relations, de développer leurs relations et tout. Et c'est important dans notre société où les gens ont tendance à se refermer un peu sur soi, je crois. C'est vrai, très bon. Et moi, c'est un peu, pour moi, c'est l'autre ADN de la restauration. C'est aussi ça. Tout le monde marche moins dans la restauration en Suisse. On est à peu près, et je donne pas les chiffres de la nébuleuse, c'est vraiment en discutant avec tous les concurrents, les partenaires, machin. La moyenne, c'est moins 20% de consommation d'alcool, en tout cas, de bière. Dans la restauration, quoi. C'est moins 20%, mais... C'est moins 20%... T'as quoi moins 20% de restaurant, mais... Attends, non, mais il y a une stat de ouf. Il y a un article du bilan. Il y a une stat de ouf. Attends, il y a moins 20%, mais il y a plus... Le nombre de restaurants augmente de 4%, et les emplois de 12%. Ah, donc, quand même. Du coup, les gens consomment... Est-ce que comment lire ces infos? Effectivement, moi, je suis d'accord que je pense que à vérifier, du coup. Ouais. Mais je pense que le chiffre que font les restaurants, globalement, diminue un chouïa. Ouais. Mais par contre, le nombre de restaurants augmente. C'est clair. Après, restaurant... Qu'est-ce que t'en conclus de ça, t'es vite dans le takeaway, tu vois. Genre, c'est quoi les tendances maintenant? Tu ouvres un truc de bubble tea ou de smash burger, tu marches. Tu vois.
Donc, et c'est pas de la grande restauration, je Non, dénigre on pas s'est du fait tout. contaminer par les Américains. Alors dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a des tendances où tu vas être dans la mode, après ton truc il va passer de mode et tu vas passer à autre chose. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est un takeaway, t'ouvres un shop ou un truc de smash burger, t'as un gars en cuisine, un gars à la caisse, t'arrives à faire tourner ton truc, allez, un plongeur, Ouais. machin, une aide à 3 c'est- personnes, tu fais tourner un truc. Ouais. C'est pas un resto où t'es 5 serveurs, 4 en cuisine, comme c'était à l'époque, tu vois. Donc, il y a plus de restos, à voir si le nombre d'emplois et surtout de chiffre d'affaires généré pour ces gens, est-ce que ça change vraiment Bah, quoi. effectivement, du coup, je serais curieux de comparer le nombre d'ouvertures par rapport à l'ouverture. C'est peut-être qu'il y a des plus petits restaurants aussi, plus de petits restaurants. Moi, j'ai les datas de l'alcool et de la bière. Ouais, Donc, si ça se trouve, les chiffres d'affaires sont les mêmes. Par contre, les gens maintenant prennent des limonades maison et plus des. Mais c'est clair qu'effectivement, pour revenir là-dessus, c'est vrai que les concepts de restauration qui ouvrent maintenant, c'est des concepts qui sont quand même de moins en moins compliqués. Enfin, au niveau de l'offre de nourriture, en tout cas, clairement. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de fast-food qui ouvrent, de plus en plus de restaurants italiens type pizzeria ou quoi. C'est parce que ça requiert, ça requiert des compétences un chouïa moins complexes que d'avoir un semi-gastro, quoi. Ah, complètement. Ouais. Et du coup, à une époque où tu galères plus à recruter des personnels qualifiés, tu galères plus à les fidéliser et tout ça, bah, forcément, tu vas essayer d'adapter ton concept pour avoir moins besoin de ces gens-là, quoi. À part si toi, à part si t'es toi-même un chef renommé et que voilà. Mais sinon, vous et moi, si on ouvre un restaurant demain, ce sera probablement pas un semi-gastro, tu vois. Parce qu'on n'a pas les compétences pour et qu'on sait très bien que pour réussir à recruter et fidéliser 3-4 chefs de partie ou cuisiniers qui sont assez compétents pour bosser dans ce restaurant, ça va être compliqué. Ouais, c'est clair. Et après, s'ils performent bien, ils ont très vite envie d'ouvrir leur truc. Ouais, et de manière tout à fait justifiée et légitime. Ouais. Complètement. Je parle, je déblatère pas mal, mais je vais faire une petite pub, mais on a ouvert un restaurant vietnamien Ban à Avenue de France 38 avec 3 de nos anciens employés. J'ai ouvert un restaurant avec 3 de mes anciens employés du Pointu. Ils ont ouvert un restaurant tous les 3 et je les ai aidés à ouvrir leur restaurant. Si c'est plus ça la vraie formulation. Et puis effectivement, c'est 3 personnes qui sont des grands professionnels. Au bout d'un moment, la restauration, malheureusement, peut pas payer plus d'un certain montant parce qu'on fait pas des marges de ouf. Donc, c'est quoi la suite logique pour un mec qui est un excellent chef barman qui maîtrise grave son métier? Quand il peut pas gagner plus que temps et pas arrêter de travailler le soir quand t'es barman, et ben c'est de travailler pour toi-même. Bah oui. Et c'est normal et c'est justifié, et c'est beaucoup plus stimulant. Et puis donc je pense que pour moi, c'est un peu il y a ça sur lequel on peut essayer de jouer, quoi. Et toi, c'est quoi qui te fait vibrer maintenant? Parce qu'au final, on t'entend parler, puis on sait, c'est pas non plus un secret de polichinelle. Enfin, c'est un secret de la gastro, c'est un monde ingrat. C'est une industrie ingrate. Et puis, il faut savoir encaisser. Et puis, comme tu dis, vu les années, une année, ton corps, il en prend 10. Du coup, vous restez là, malgré les galères, vous continuez. C'est quoi qui te fait vibrer, toi, du coup? Alors moi j'ai la chance d'ouvrir un nouveau chapitre de ma vie l'année prochaine parce que je vais fermer le Vortex et le Perchoir à la fin de cette année. Parce que pour les raisons évoquées juste avant, ça marchait pas autant que ça le devrait, donc je préfère le fermer. Et, ça fait 4 ans et demi qu'on est dessus et qu'on n'arrive pas à le faire marcher autant qu'on voudrait, donc on va le fermer à la fin de cette année. L'année prochaine, j'ai effectivement du coup une opportunité assez ouf à 34-35 ans d'ouvrir un nouveau chapitre de vie avec tout ce que j'ai pu apprendre ces dernières années, tout ce qui a pu me plaire ou pas me plaire. Je t'avoue que du coup, personnel, professionnel. Non, mais je dis sortir de l'opérationnel. Sortir de l'opérationnel, je pense que c'est important. Je pense que le rôle d'un patron, c'est d'être un joker opérationnel plus que d'être là tous les jours. C'est ce que je dis. Quand c'est là, quand il y a une galère, quand t'as un gros événement, quand t'as un machin, parce que finalement, ça te prend quand même une grosse énergie et que. Si tu veux faire ton admin, ta relation client et tout, et que maintenant, être restaurateur, ça demande quand même énormément de compétences diverses et variées, digital, marketing, commercial, humaine, administrative, tout ça, beaucoup plus qu'à l'époque, je pense. Je pense qu'effectivement, c'est inconciliable avec faire de l'opérationnel à 100%. Ouais. Mais ce qui me fait vibrer, écoute, quand tu as la tête dans le guidon et que tu continues à bosser 50-60 heures par semaine,
c'est difficile, je pense, de faire des vrais choix et de répondre de manière juste et pertinente à ce genre de questions. Mais je pense que c'est important de temps en temps de relever un peu la tête du guidon et pour effectivement t'interroger là-dessus. Mais quand tu as la tête dans le guidon, tu vas forcément avoir une vision biaisée de tout ça parce que tu vas être fatigué, parce que tu vas être saoulé et finalement tu vas croire que ce métier il est plus fait pour toi ou que t'as plus envie de faire ça ou ça. Mais c'est juste parce que tu te l'infliges tous les jours depuis des années. Mais tu relèves un peu la tête du guidon, ce qui nous arrivait à tous un peu pendant le Covid. Hein. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont relevé la tête du guidon, qui ont arrêté la restauration et qui sont passés à autre chose aussi. Et ce qui fait maintenant qu'on galère peut-être plus à recruter. Mais c'est parce que quand tu as la tête dans le guidon, tu te poses pas de questions. Ou si tu te les poses mal, je crois. Donc là, j'ai la chance en janvier, février d'avoir 2-3 mois où je vais pouvoir relever un peu la tête et puis me poser sérieusement et de manière un peu pertinente ces questions. Ce qui est un grand luxe dans la vie, je dois dire. Très beau luxe. À 34-35 ans, d'avoir l'opportunité de faire un nouveau départ. En tout cas, je le prends comme ça. Et puis l'expérience Vortex, du coup, ça se finit là tout bientôt. C'est pas un secret, c'est annoncé de toute manière. C'était une belle expérience quand même, tu regrettes pas? C'était une belle expérience. Le lieu, le spot. Le lieu était cool, vraiment incroyable. La clientèle était très sympa. C'était très agréable de bosser là-bas. Ça m'a pris beaucoup d'énergie mentale de me demander comment faire mieux pendant ces 4 ans. J'ai essayé d'en tirer des leçons. Ça m'a mis un petit pied à l'étrier pour comprendre un petit peu comment faire de la politique, parce qu'il y a des grosses entités politiques là-bas, des grosses entités qui ont chacun leurs intérêts, et toi, tu as un peu l'impression d'être pris au milieu. Ça m'a appris plein de choses. J'ai aucun regret, mais je suis quand même soulagé de pouvoir passer à autre chose. Et c'est quoi? 4 ans et demi, c'est long. Un bar, un rooftop comme ça, aussi bien placé au milieu de chambres étudiantes, t'as dû voir des dingueries là quand même. T'as pas vu? Mec, il est loin le temps de. J'ai vu plus de dingueries au perchoir que dans tout le Vortex. Je sais pas, écoute, ça fait 4 ans et demi, je suis passé dans ce bâtiment où il y a 900 étudiants. Et je sais pas, j'ai pas vu grand chose. Non, c'était pas. Parce que moi, je me suis toujours dit, on avait eu un rooftop. Bien comme sûr, tu le mets ça à l'école hôtelière. Bien sûr, on s'est souvent dit que ça aurait été un peu plus la teuf, mais écoute, Uni, le PFL, ils sont un peu plus sérieux. Je crois que ce qu'on disait avant, je crois que les étudiants, ils sont en première ligne pour la baisse du pouvoir d'achat. Donc, dès que possible, ils rentrent chez leurs parents. Ça casse un petit peu une certaine dynamique aussi. Quand tu restes que 2-3 soirs et que juste pour faire tes cours et que tu rentres chez tes parents, ta vie sociale, elle n'est pas sur le campus de l'université. Elle reste sur là où tu as grandi. Enfin, tu vois bien. Enfin, quand on a fait l'école hôtelière, les gens qui venaient de Lausanne ou de Genève, ils faisaient beaucoup moins d'efforts d'intégration avec le microcosme HL. Complètement. Et je pense que c'est la même chose qui se passe au Vortex. Le HL, je pense, avait un concept du campus. Alors, j'ai jamais étudié là-bas, hein, mais bon, mon frère, vous d'avoir visité. Enfin, c'est un campus beaucoup plus à l'anglo-saxonne. Moi, j'ai été à l'Uni au Royaume-Uni. Le campus, t'es étudiant, tu restes au campus, mon gars. T'es paumé, t'as rien d'autre à faire. Tout se passe dans le campus. T'as pas un métro, tu descends pas manger en ville, quoi. Non, mais moi, tu vois, quand j'ai fait mon bachelor, j'étais à Cardiff, c'était centre-ville, mec. Hein. Mais tu ne bouges pas du campus. Tout se passe là, les teufs, les dortoirs, les trucs, les machins. Ah, moi, Et en fait, la vie du campus, c'est un vrai truc. Alors que le campus, quand on parle du campus de l'Uni, le PFL, honnêtement. Maintenant, il y a de plus en plus d'offres, tu vois. Mais... Toi, t'as connu le sauna de l'EHL? Il y a de nouveau un sauna là. Je suis retourné à l'EHL. Le directeur, il m'a fait faire une visite. Ah ouais? Ils ont une belle piscine et un beau sauna. Ouais, j'ai vu. Comme quoi, les jeunes sont beaucoup plus sérieux maintenant. Hein. Ah ouais, j'y passe de temps parce que. S'il en fallait une preuve, effectivement, en voici une. C'était un mythe quand même, mais la première année où je suis arrivé, il y avait le sauna encore, mais il était genre fermé. T'avais pas le droit d'entrer dedans. Ah oui. Parce que votre génération a tellement abusé. Non, la génération d'avant. Ah ouais, je sais pas sur combien de générations ils ont remis la faute sur la génération d'avant. Okay. En tout cas, moi, déjà, à mon époque, c'était la génération d'avant qui avait fait condamner le sauna. Mais ça se trouve, ça remonte de 30 ans, c'était l'exemple, tu vois. Ouais, je pense que les soirées de l'EHL d'il y a 40 ans, ça devait être quelque chose quand même. Ouais. Mais voilà, écoute, comme quoi les temps changent, les activités, les passe-temps, ce qui fait vibrer les gens aussi. Et puis nous, on essaie de s'adapter. Quoi. C'est quoi ton meilleur souvenir au rooftop, la meilleure soirée
J'ai une meilleure soirée. J'ai une meilleure soirée en tête. On avait Calacuta Mentality en concert, qui est un peu de la funk brésilienne. Et avant ça, on avait un groupe de musique type arabisante. Et mec, je sais pas ce qui s'est passé ce soir-là, mais il y avait le coucher de soleil, il a semblé infini, il a duré genre 1h30, je sais pas ce qui s'est passé. Il y avait un petit vent chaud qui venait du sud. On avait vu que c'était pas un événement électro-hardcore, on avait bien mis des petites tables, machin et tout. Il y avait quand même une dizaine, quinzaine pas mal de femmes qui dansaient avec des robes, avec le soleil qui se couchait, le vent, cette musique arabisante, ta petite bouteille de rosé sur la table. Moi, on était en train de boire ça avec ma copine et j'étais là genre waouh. Alors ça te rappelle pourquoi tu fais ce métier. Vraiment, j'en avais des frissons. Tu me racontes un peu un trip sous LSD là. Parfois, il n'y en a pas besoin. Et c'est bien comme ça. Non, vraiment, c'était... parfois, quand tout s'aligne et que ça se passe bien, et t'es là, genre... Ah putain, c'est pour ça que je fais ce métier, quoi. C'est bien, ça fait du bien de te le rappeler de temps en temps, que ton métier, c'est pas juste déboucher des éviers, devoir recruter ou licencier quelqu'un, ou faire de la plonge, ou répondre à des clients pas contents ou contents, ou envoyer des factures ou payer des factures. C'est aussi offrir des moments d'exception à des gens, quoi. Ça, on en a pas parlé avant, mais comment tu t'imaginais ouvrir un établissement hôtelier et c'était quoi un peu la désillusion, tu vois, genre un truc où, réparer la machine à café à 8h du matin, c'est quoi les grosses galères où tu te dis, ça, j'aurais jamais pensé que j'allais le faire? Moi, c'était la cuisine. La cuisine. Tout le reste, j'imaginais bien, mais la cuisine, j'avais pas imaginé qu'il y avait une telle différence entre cuisiner pour tes potes. Mais pourtant, j'étais souvent pas mal de gens et cuisiner dans une cuisine professionnelle. Vraiment, c'est là-dessus que je me suis le plus fourvoyé. Il n'y a pas à dire la difficulté du job en cuisine. La prod, quoi. Ouais. La prod. La prod, c'est là-dessus que j'avais vraiment une vision de la prod. C'est là-dessus que j'étais le plus loin de la vérité. Tout le reste, ça va. Puis même déboucher des éviers, des trucs comme ça va. Je fais une fois par semaine. C'est pas grave. Enfin, mais la prod, mec, tous les jours, celui-là, j'étais le plus loin de... Le bar, le machin, c'est sympa, tu parles, t'es propre, machin. En cuisine, mec, t'as les ongles dégueulasses, quand tu rentres chez toi, t'arrives pas à manger parce qu'il y a l'odeur de la bouffe toute la journée dans tes narines. Faut au moins 2-3 heures avant que ton estomac s'habitue et te fasse passer un petit peu à autre chose et accepte d'avaler quelque chose alors qu'il a sorti de la bouffe toute la journée. Tu goûtes un peu tout le temps, donc en fait tu manges pas beaucoup, mais tu manges pas beaucoup, mais tu manges un peu tout le temps. Du coup, tu manges jamais vraiment et c'est un peu, je crois, dangereux pour ton équilibre, pour avoir une alimentation équilibrée, quoi. Et c'est quoi la pire galère qui t'est arrivée en cuisine du coup? En cuisine, la pire un four qui lâche début de service. Le four, c'est la phobie de tous les restaurants, je crois, parce que généralement, t'en as pas deux. Donc, qui est quand même peut-être 50% de ce que t'envoies, ça passe par le four à un moment ou à un autre. Donc, un service sans four, ça nous est déjà arrivé. On a déjà dû faire des services avec les petits fours de ménagère, un peu là, le petit truc blanc là, qui a un minuteur. Qui fonctionne avec une résistance là, tu vois. Ah ouais, d'accord. Donc ça, c'était fun, mais assez gérable. La pire galère qui m'est arrivée en cuisine. Je peux parler du pire événement que j'ai fait parce que c'était pas vraiment en cuisine, parce que c'était des soirées raclette. À Vortex, on a des fours à raclette et tout. C'était vraiment des bonnes soirées. Par contre, quand tu fais une raclette en mode four à raclette traditionnel, même si tu en as plusieurs, tu es quand même sous pression parce que tu peux nourrir 40-60 personnes avec tes 3-4 fours à raclette. Par contre, il faut faire preuve d'un peu de patience, tu vois, parce que tu peux sortir tes raclettes que 4x4, hein, tu peux pas aller plus vite, malheureusement. Et quand tu as 40-60 personnes qui ils arrivent à 19h, du coup ils ont faim, ils s'agglutinent autour de toi et t'es là en train de racler tes raclettes calmement alors qu'ils sont 40 à t'observer le faire. Donc faut déjà avoir un peu les nerfs solides. Et la première raclette qu'on avait fait, c'était avec le département qui gérait avec qui on était en contact pour le bail, pour tout ça, donc assez important pour nous, un département de l'UNIL. Et on avait une vision très sérieuse d'eux parce qu'on les avait vus que dans un contexte professionnel assez formel. Et là, ils avaient leur soirée de fin d'année chez nous. Et on s'est dit, bon, tranquille, vu comme ils sont sérieux le reste du temps, la soirée du personnel, ça va être pareil.
Et ils étaient super énervés en mode motivé pour bien faire la fête. Du coup, à l'époque, on avait laissé la charcute en libre service pour la raclette, en partant du principe que les gens allaient prendre leur raclette, prendre une ou deux tranches, aller s'asseoir et tout. Mais en fait, on n'avait même pas servi tout le monde encore. Et il y avait la queue devant mon stand de raclette. On n'avait même pas servi tout le monde qu'ils avaient déjà mangé toute la charcuterie. Et j'avais rien d'autre. Et t'avais pas de backup. Et là, c'est l'angoisse. Là, honnêtement, ce genre de service, c'est l'angoisse parce que c'est quand même ton métier de servir quelque chose à manger, quoi que ce soit, après tout. Hein. Quand c'est la merde, les gens, ils sont assez compréhensifs. Mais là, sur la raclette, je peux commencer à leur faire un risotto à côté, moi. J'étais là, il n'y a plus de charcuterie. Je fais, non, on avait prévu 4-5 tranches par personne, mais là, il n'y en a plus visiblement. Du coup, ça va être patate et raclette pour les 3 heures qui restent. Ah ouais, en plus, il reste du temps, quoi. C'est pas 1 heure de la fin. Non, mais je te dis, on n'avait même pas fait la première fournée pour tout le monde. Tout le monde n'avait pas encore été servi. En fait, ils ont vu ça comme planchette apéro et tout le monde l'a déglingué avant même de prendre. Et ça, c'est l'angoisse, ça, parce que Bon, mais c'est quand même le sort en est jeté, quoi. C'est pas à 20h que tu vas aller Moi, je suis pas restaurateur, tu vois, mais tu me dis, moi, en termes de process, ta soirée, tu vas servir à racler 1 à 1 chaque client. Le output, non, j'en ai 4 des fours à raclette. Hein. Du coup, ça fait 4 par 4 et ça va assez vite. Hein, mais généralement, t'es mis sous pression à la première, voire deuxième fournée s'ils ont vraiment faim. Ouais. Et puis après, tu perds les plus petits estomacs et ça va de plus en plus vite et ça va, tu vois. Bah, alors regarde, après, c'est une tradition, hein, le four à raclette. Généralement, quand les gens ils prennent cette option, c'est qu'ils savent que ça va faire des repas un peu informels où tu vas te lever, aller prendre ta raclette, te rasseoir, machin. J'ai fait les 40 ans de ma sœur, là, on avait loué il avait une dizaine de potes à elle de région parisienne. J'ai commencé à servir, j'avais amené mon four à raclette parce que c'est ma spéciale maintenant. Quand on fait des événements de famille, machin, où j'ai pas envie de cuisiner, le four à raclette, c'est quand même un truc. En France, ils connaissent pas trop. Ensuite, et ça en jette, tu vois. T'arrives avec ta belle demi-meule, là, envoyée par Eddie Baifer, champion du monde de raclette à Bruson. Tu la mets là, tu la mets sous ta résistance, c'est beau, tu vois, ça fait une belle religieuse et tout. Ça en jette, tu vois. Tu flambes un peu les raclettes. Non, j'ai d'autres trucs. J'ai jamais trop essayé de flamber, mais j'ai appris cette technique il n'y a pas si longtemps. Mais tu sais que j'allais te parler mais tu peux mettre plein de trucs, tu peux mettre des slices de lard sur ta raclette, machin. Il y a la bricotine, je suis fan. Il paraît, ouais. Je vais peut-être essayer. Mais Eddie, il était à l'électroclette à Verbier et en fait, il y avait 4 machines, mais de 4. Et du coup, à chaque fois, il la tournait, tu vois. Il la tourne et pendant que t'en coupes une, il y a les 3 autres qui chauffent, tu vois. Tu racles si jamais. 4 machines de 4, de 2 du coup. Exactement. Des doubles. Non, il y en avait 4. Et il y avait 4 fromages, et du coup, pendant qu'il en raclait une, il y avait les 3 autres qui chauffaient, après il la remonte, il la tourne, et bam bam, et là, c'est champion du monde, mec. Qu'est-ce que tu veux que je fasse quand tu es champion du monde de raclette? On est arrivé, et puis il y a notre collègue Louis Cardis de Verbier qui me regarde et fait « Oh, c'est Eddie !» Et je me dis « Mais c'est qui Eddie ?» Et puis c'est le champion du monde de la raclette. C'est quand même beau la Suisse, hein. Ouais, il est souvent à Foubi d'ailleurs. La dernière fois, je suis allé faire des courses à Foubi, je fais... Hey, Eddie, qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, mais toi, comment tu savais que j'étais là? J'étais là, je sais pas, moi, parce que c'est le supermarché le plus proche de chez moi, donc je suis venu, je savais pas du tout que t'étais là. Mais tout ça pour dire que je finis vite fait sur les. On était 10 personnes, 40 ans de ma sœur, je sers une de ses potes, 2 de ses potes, 3 de ses potes, et je vois qu'ils mangent pas. Et je fais, mais ça vous plaît pas? Il fait, bah non, on attend que tout le monde soit servi. J'étais là, mais alors ça, c'est inconstitutionnel, c'est impossible, c'est pas le droit de faire ça. La raclette, ça se mange chaud et fondant, sinon ça ne se mange pas. En fait, sinon tu te coupes mais c'est sûr, c'est mal poli. Arrêtez ça tout de suite, sinon je vous mets en procès là. Le temps que t'aies fait les 10, en fait, le premier, il a retrouvé son bout de raclette tel qu'il était. Ouais, il peut le remettre à fond. Il peut le remettre à fond, quoi. Là, c'est clair. C'est chaud. Et puis, sinon, que ce soit Pointu, Vortex ou quoi. T'as jamais eu, genre, je sais pas, des folies, genre les problèmes de tu te fais braquer la nuit Non, en venant ici, je me doutais que vous alliez vous poser la question, donc j'ai quand même réfléchi à 2-3 anecdotes. Bon, se faire braquer la nuit, au Pointu, ça va, au Loxane, ça nous avait beaucoup arrivé, c'est vrai. Au premier étage, en fait, il faut savoir que le Pointu, c'est tellement un aquarium que dès qu'il se passe quelque chose à l'intérieur, tout le monde voit. Et puis la police, elle passe devant tout le temps. Okay. Au premier étage, t'es plus tranquille pour faire ce que tu veux, par exemple. Ouais. Et puis c'est vrai que non, je vais pas partir en délire sécuritaire. Ah oui, l'anecdote, un truc marrant quand même qui m'est arrivé.
Ça faisait 3 ans qu'on avait le pointu, ça commençait à tourner, j'étais le seul gérant encore sur place. Samedi soir, on va faire un peu la fête. Dimanche et lundi, c'était mes 2 jours de congé, je travaillais pas. Dimanche matin, je te couche un peu tard, machin, on m'appelle vers 10h, les collègues du pointu, c'est généralement bon signe. Je réponds, un des extras n'était pas venu, c'est brunch, bon, je vais y aller. Donc je me réveille, je prends ma douche, ça va déjà un peu mieux, on y va. Puis je dis à ma copine qui sortait depuis pas très longtemps, viens avec ta pote tout à l'heure, je vous garde une table vers 13h. J'ai bossé, c'est un peu dur, mais bon, une fois que t'as mis le pied dedans, ça va. Hein. Ma copine et sa copine arrivent, elle s'installe à une table en terrasse. Je commence le service, je continue mon service et tout. Et puis là, vers 13h30, il y a un mec qui arrive, ça se voyait que c'était un drogué. Il commence à tenir un peu la jambe à une table, leur demandant de la thune. Je laisse faire un petit peu, 10-20 secondes, parce que bon, après, je pars du principe que quand même les gens sont des adultes et qu'ils peuvent dire non, on n'est pas intéressé, passe son chemin. Mais bon, là, c'était deux personnes qui n'avaient pas l'air de réussir à se dépêtrer de ce monsieur. Du coup, je vais lui dire, excuse-moi, est-ce que tu peux laisser nos clients tranquilles, s'il te plaît, ils essayent de manger. Et là, le mec, sans passer par la caisse, on parle, il me regarde, il fait, c'est ton restaurant, c'est tes clients? Je fais, oui. Il me fait, ah bon? Et combien tu fais de chiffre d'affaires? Moi, je te rachète quand tu veux. J'étais là. Je m'attendais vraiment pas parce que vraiment il m'a mis hors service lui parce que vraiment je m'attendais vraiment pas à ce que monsieur qui était visiblement pas habillé qui voyait qu'il galérait dans la vie je m'attendais vraiment pas à ce contre-argument. Il me dit mais combien tu fais toi ici, je te rachète et tout. J'étais là genre je crois que ça te regarde pas et là je sais pas pourquoi il a commencé à enlever, arracher son t-shirt comme ça, à chercher la merde avec moi. Donc moi je vais chercher mon autre associé qui est beaucoup plus grand et baraque que moi et lui il comprend pas que je suis vraiment en urgence, donc il vient tranquille, tu sais, Steve grand barbu et tout, en tchatchant 2-3 clients au passage et tout. Je dis mais Steve viens plus vite là. Il y avait l'autre qui s'excitait derrière la vitre en me disant ouais toi je te nique ta mère machin et tout. J'étais là mais genre qu'est-ce que je t'ai fait moi. Du coup j'envoie Steve qui en impose beaucoup plus que moi et que généralement on va pas se mentir, c'est quand même toute une question d'en imposer hein, dans ce genre de situation où visiblement c'est que de la gueule. Donc Steve sort, commence à lui parler en le prenant de haut comme ça parce qu'il fait 1m95 et tout, donc c'est très pratique pour prendre les gens de haut. Et le mec il voulait pas parler avec Steve, il voulait se fighter avec moi. Il me dit non mais c'est ton collègue là, je vais me le faire. Je fais mais qu'est-ce que je t'ai fait moi genre, vraiment c'est quoi, qu'est-ce que vous faites comme chiffre d'affaires de la part d'un monsieur qui était visiblement un junkie de la iPhone, genre je te rachète. Lui, il restera toute ma vie. Parce que finalement, je sais pas si ça vous arrive à vous, mais quand t'as un restaurant, ça t'arrive quand même bizarrement que assez souvent, que ce soit avec des anciens employés à qui ça aurait pu mal se passer ou avec des mecs complètement lambda, des mecs qui te disent mais moi, quand tu veux, je te rachète. Déjà, de 1, on n'est pas à vendre. De 2, qu'est-ce qui dit qu'on voudrait te vendre à toi? Et de 3, de quoi je me mêle? Est-ce que moi, je te dis que je vais te racheter ta boîte? C'est très bizarre. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans 3, 4, 5 fois dans des contextes très différents. Quand les gens sont pas contents, ils veulent te quand racheter. Les gens sont pas contents, c'est un peu l'insulte okay. Genre je te rachète. Genre, fais une offre, écoute, on voit. Hello, at le point. Combien? Combien? Non, mais je sais pas, c'est un truc genre et pour prouver ta supériorité, pour le prouver que genre ils sont au-dessus de toi, ils te rachètent, mais t'es là genre très bizarre, mais ça arrive à plein de gens. J'en avais parlé à un ou deux fournisseurs, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi j'ai un ou deux fournisseurs qui sont des gros fournisseurs et qui parfois, t'as des mecs qui se la pètent visiblement beaucoup. On connaît un peu le profil. Qui vont te dire mais toi là, ça va ton business, quand est-ce que je te le rachète ou quoi, ou je te le rachète quand je veux. Ça arrive assez régulièrement dans le milieu pour espèce d'affirmer un petit peu une sorte de supériorité. Ça avait presque pensé à Donald Trump avec Trudeau entre les États-Unis et le Canada, tu vois. Genre quand est-ce que vous intégrez notre pays, parce que nous on est supérieur, tu vois, on est plus gros. Ouais. C'est quand même marrant ça. Ouais, non, ça on l'a jamais. Les gens sont sacrément... Autant nous, on est dans la bière. Même les fournisseurs sont quand même très cool dans l'ensemble.
Ouais, c'est un monde assez entre brasseurs. Après, les vendeurs entre eux, je pense que ça doit bien se tirer la bourre, tu sauras mieux. Ouais. Mais les brasseurs entre nous, déjà, c'est la famille. Les fournisseurs, ouais. Non, moi, des situations comme ça, de tension avec des fournisseurs ou des. Puis bon, nous, tu vois, C'est vrai que les microbrasseurs, j'ai l'impression qu'il y a quand même une bonne. Ouais, il y a une bonne vibe. Mais bonne vibe nous, entre on n'est vous. pas aussi constamment en contact des gens. Ouais. C'est, en fait, on est dans notre. Ouais, il y a des intermédiaires entre vous. Entre les il y a Moi, les d'autres microbrasseurs, aussi, c'est un peu comme quand tu vas à la grimpe, tu vois que c'est des mecs qui ont un bon état d'esprit globalement. C'est clair. Genre, Mais- globalement, tu vois rarement des microbrasseurs en costard cravate qui se la pètent de ouf, tu vois. Et globalement, entre brasseurs, ils s'aiment tous beaucoup, ils se filent des conseils, machin. C'est plus sur le terrain, entre les vendeurs, où il y en a un, il va te faire un coup de travers. Mais Ouais, le bon, parce business que les is vendeurs de business, hein, base, ça c'est des arrive. chiens de talus, quoi. Oui, non, c'est ouais, exactement. n'importe quel Ah, milieu, les exactement. vendeurs. C'est ça. Donc entre les vendeurs, ça se frite un peu plus, mais en soi, derrière, ça va, quoi. Bizarrement, il y a pas longtemps, là, j'ai phasé sur l'agence, là. Tu sais, c'est la famille, là, c'est une famille d'agents immobiliers qui vend des baraques super à des assez riches ou ultra riches en France, là, ça s'appelle l'agence. Ok. C'est une famille, il y a les parents, il y a les 4 fils. C'est ce que tu regardes avec ta copine après tes petits dîners, en gros. Ça fait c'est très familial comme business. Et effectivement, on parlait juste avant de. On parlait de La compétition. Non, Les non, mais coups bas. Ah oui, le justement, contact effectivement, entre les agents immobiliers, exactement la même chose. Ah oui. Ils hésitent à se développer, à recruter des agents immobiliers dans des petites villes, genre Saint-Tropez ou je ne sais quoi, parce qu'ils vont se faire de la concurrence, entre eux. Et après, du coup, le papa, il suggère un truc de parrainage où le premier agent immobilier qui est arrivé, il va parrainer un deuxième qui, pendant un certain temps, va lui refiler une partie de ses commissions. Et comme ça, il va l'encourager, il va lui donner des bons dossiers, tout ça. Dans Mais, la vente, dans la vente, c'est un truc dans dans lequel... la vente, l'immobilier, je pense, c'est un des pires quand même. Je pense que entre collègues, ça se poignarde déjà dans le dos, quoi. au sein de la même boîte, tu vois. Exactement. C'est un truc Au sein de la nébuleuse, ça allait toujours, mais j'ai déjà entendu dire dans d'autres boîtes, entre vendeurs qui se tirent la bourre, quoi, et qui se foutent des coups de travers. Après, c'est à la boîte aussi de bien structurer le truc, tu vois, genre... Si t'es purement payé à la com et que tu fous 2 représentants sur le même terrain, bon bah ouais, ça va se tirer la bourre, mais en fait c'est presque humain, quoi. Bah oui, parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai qu'il y a aussi une responsabilité de l'employeur dans pas mal de choses du patron, je dois dire. Notamment faire en sorte que ses employés favoriser une bonne ambiance et effectivement éviter ce genre de choses, quoi. Et puis par contre... c'est vrai que parfois, en tant qu'employeur, t'as des employés, t'as l'impression qu'ils attendent à ce que tu donnes le sens de leur vie, et t'es là, genre, c'est un métier quand même. Peut-être qu'il faut chercher son épanouissement un peu autre part aussi, quoi. C'est vrai que c'est un des challenges où t'as l'impression que maintenant, les gens, on a vraiment, pas tout le monde, hein, mais certains ont vraiment des grosses attentes sur leurs employeurs et ont vraiment l'impression que l'employeur va leur donner un peu un sens à leur vie, et puis malheureusement, c'est pas toujours possible. Et que maintenant, il faut chercher aussi son épanouissement, je pense, et moi, j'essaie de le faire personnellement autre part, en prenant avec la nature, avec le sport, avec la famille, avec la culture, avec du théâtre, je sais pas quoi, mais c'est vrai que moi, c'est un truc que je constate aussi de plus en plus. Peut-être pas du coup une évolution de la clientèle, mais une évolution de la relation avec tes employés, employés-employeurs. C'est que il y a un sens que tu dois donner à leur métier qu'on peut essayer de donner jusqu'à un certain point. On peut donner un sens au métier, mais difficilement un sens à la vie, je crois. Ouais. Si je dois résumer ça. Et Philosophe. depuis les dernières années, tu galères un petit peu à recruter ou ça va encore? Non, honnêtement, comme je disais avant, nous c'est un sujet qu'on a pris nous-mêmes et on a beaucoup mis les mains dans le cambouis, on a fait des coupures, machin et tout. On s'est rendu compte qu'avoir une vie sociale et avoir des coupures 5 jours par semaine, c'était impossible. Du coup, on essaye vraiment ça fait longtemps qu'on a arrêté ça. Nos employés nous le rendent bien. Le pointu, je pense qu'il a le taux de rotation du personnel le plus bas de Lausanne ou pas loin. S'il n'y a pas de coupure, tu fais comment, le gars? Bah, il faut des continues. Ok, mais c'est du 11 heures, cuisine 2 jours continue, ouais. 2 jours par semaine, 2 ou 3 jours par semaine, tu fais des grosses journées, 11h, 23h, Ok. 2 jours par semaine. Et puis les 3 derniers jours, tu fais soit service du midi, soit service du soir. Ok, mais du coup, la cuisine, elle a quand même un break. Ou bien même pas.
Ça peut, mais c'est pour la mise en place, ouais. Ok, ouais, Tu, d'accord. tu refais de la prod l'après-midi. Ouais, d'accord. Ouais. Ou le matin, après, quand je te dis que le service du midi, que le service du soir, ça peut être 16h, 23h, tu Ouais, vois. ouais. C'est quand même assez large comme journée. Mais Bon, ouais, c'est nous, bien, c'est bien. nous, on fait ça, 2 jours de congé. Est-ce que c'est plus difficile je crois que pour l'instant, si j'ai bien compris, j'en ai discuté avec pas mal de gens, ceux qui galèrent le plus, c'est ceux qui sont pas dans les centres-villes pour l'instant. Ceux qui vont être un peu à la montagne ou un peu dans des petits villages ou des trucs comme ça, eux, ils vont vraiment galérer à recruter. Nous, entre les directives qu'on prend, plus les réseaux qu'on a commencé à se faire, tout ça, finalement, pour moi, pour l'instant, on n'est pas trop confronté. Même si en cuisine, c'est peut-être un peu plus d'actualité qu'en salle. Disons peut-être en cuisine plus compliqué qu'en salle. Je trouvais en cuisine, faut trouver quelqu'un qui a la même patte que celui d'avant, quoi. Parce que si tu veux garder constance, t'en parlais avant, mais les établissements, j'en connais quelques-uns, je vais pas les citer parce que c'est très négatif comme commentaire, mais il y a plein d'établissements où j'allais manger tout le temps, ils ont changé de chef, j'y fous plus les pieds parce que c'est vraiment plus gros, quoi. Ouais. Non, c'est clair. Soit ça, soit effectivement. Ouais. Ouais, non, mais je veux pas. Effectivement, oui. Après, je sais pas, mais tu pars du principe que le chef qui a postulé chez toi pour répondre à ton annonce, il a regardé ce que tu faisais avant et qu'il a envie de faire un peu la même vibe. Mais c'est vrai qu'il y a étonnamment beaucoup de gens qui regardent même pas qu'est le menu du resto avant de postuler chez le resto, quoi. Après, j'imagine que chaque chef qui arrive aimerait mettre sa patte et puis. Bien sûr, de toute façon, ils vont mettre leur patte à un moment ou à un autre. Mais toi, d'ailleurs, là, avant, on parlait de. Vous étiez le premier. Sinon, c'est pas un chef, c'est juste un cuisinier. Oui, c'est pas faux. Vous étiez le premier au Pointu à faire l'avocat de toast c'est déjà bien. à Lausanne. Et vous êtes aussi les premiers à les avoir enlevés, je crois. Ah, les avocats d'auto, tu dis ? Ouais, exactement. Genre, t'as du loto, justement. C'était du loto. Non, l'avocat de toast au Pointu, vous étiez les premiers. Et puis vous êtes aussi les premiers à avoir dit, une fois que tout Lausanne a mis de l'avocat de toast tous les dimanches à son menu, vous avez enlevé. C'était quoi ? C'est venu comment ? C'était pas pour ne plus être mainstream, hein. C'était vraiment par conviction écologique. À ce moment-là, je crois que j'étais. Mes 2 autres associés qui étaient encore gérants avec moi étaient en train d'ouvrir le Luxon. Du coup, j'avais un peu. Moi, vu que j'étais le seul gérant associé sur place, j'avais envie d'avoir un bar-resto qui correspondait à mes valeurs et tout ce qui est un peu en lien avec la durabilité, l'écologie, tout ça, ça me tient beaucoup à cœur. Et j'estimais que taper 150 avocats tous les week-ends, qui étaient péruviens ou mexicains, c'était pas primordial, que maintenant il y avait déjà beaucoup d'alternatives qui s'étaient développées et que du coup si les gens ils voulaient un avocat de toast, maintenant ils savaient le faire, ils pouvaient le faire chez eux, soit il y avait beaucoup de bars à côté où ils pouvaient aller en manger. Du coup on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait en alternative à l'avocat de toast? On a fait un courgette toast que moi j'aime beaucoup avec courgette râpée, un peu de citron, menthe et en base un mélange yaourt et feta. Avec dessus, pareil, tu peux mettre bacon et ou saumon et ou œuf. C'est un peu le même délire, mais avec des produits beaucoup plus locaux. Moi, je vais pas vous faire un dessin, mais en tout cas, avec ma chef, en tout cas de l'époque, Daniel, on avait clairement ça en commun. Et il y avait certains produits sur lesquels on avait clairement du mal à les travailler, que ce soit de l'avocat quand tu vois les conséquences de la mafia de l'avocat dans ces pays-là, de la raréfaction des sources d'eau et tout, des conséquences sociales et environnementales de la culture de l'avocat là-bas, le fait que ça vienne en avion quand même, c'est quand même beaucoup. On s'est posé un peu la question avec les saumons aussi quand même, avec les élevages de saumon en Norvège ou quoi où l'animal est quand même réduit à une denrée presque comme un objet, quoi, comme une plante ou je ne sais quoi, tout ça. Mais là, on n'a pas passé ce stade en l'occurrence. Mais l'avocat, clairement, c'était en revenant c'était après la fermeture Covid. En plus, on avait eu le temps de relever un peu la tête du guidon, comme je disais avant, et se dire mais qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de changer. L'avocat, c'est plus possible. On en vendait trop en fait. Généralement, quand on vend trop et que tu sais que de ce que tu vends, c'est probablement ce qui a le plus gros impact écologique ou pas loin.
Tu traces ton empreinte carbone un petit peu? Je l'ai fait personnellement ou avec mes business? Non, avec le business. Je l'ai fait au Vortex et au Perchoir avec Bilong, où tu rentres un peu les recettes, tu regardes le nombre, l'équivalent CO2 qui a été émis par ta recette. On a essayé de le mettre à l'époque au pointu en place, mais ça prend quand même beaucoup de temps et il y avait très peu de questions et de retours du client. Du coup, on s'est dit que ça valait pas la peine. Tu vois, est-ce qu'il y a un intérêt aujourd'hui pour un restaurateur de faire hyper gaffe à son empreinte carbone, ou au final tu penses que les gens Non, mais il y a un intérêt pour la population entière, mon gars. Mais non, mais je parle pas comme ça, c'est que Je pense que quand ils viennent dans un restaurant, ils viennent pour se faire plaisir. Je pense que quand ils viennent dans un restaurant, ils viennent pour se faire plaisir et pour oublier un peu toutes ces éventuelles contraintes qu'ils peuvent se mettre quand ils sont chez eux. Je pense que chez eux, ils font très attention. Ouais. Je crois pas qu'il y a encore beaucoup de gens qui s'achètent 2 kilos de barbac tous les 3 jours pour chez eux. Mais par contre, moi, ce que j'en ai conclu, en tout cas personnellement, c'était que quand ils viennent au resto, c'est pour pas faire trop gaffe. À part si c'est un resto, tu vas tous les midis, bien sûr. Mais quand tu vas à un resto une fois par semaine, c'est pour pas faire attention à ni les calories que tu vas absorber, ni l'équilibre de ton assiette, ni tout ça. La plupart des gens, hein, je dis pas tout le monde, mais j'ai l'impression que quand ils viennent au resto pour se faire plaisir et pour oublier un peu ces contraintes qui sont déjà très présentes dans leur vie à côté. C'est comme ça que j'aurais envie de résumer la chose, pour y avoir réfléchi pas mal. Moi je suis comme ça. Hein, après voilà, tu vois, quand tu vas manger tous les midis au même resto ou à ta cafette, je comprends que l'équilibre de l'assiette soit important, tout ça, ce que je viens de dire, ça ne s'applique pas. Mais le resto que tu vas faire une fois par semaine, tu t'en fous si tu vas manger la sauce hollandaise qui est faite de beurre et de jus de citron. Tu t'en fous. Louis. Juste avant de continuer, ça s'appelle comment ce podcast? L'apéro. Diversion. Non, T'as été bien dedans. Mais c'est toi qui l'as fait, Evan. Que des diversions. Je me dis, on est jeudi 15h. On doit retourner bosser quand même après. Je prendrai plus de bière avec alcool la prochaine fois, désolé. Je suis le seul invité à avoir bu 2 ZEP. Bon, mais du coup... D'habitude, ils en boivent qu'une. Non, j'avais ramené... Non, t'avais ramené plus la dernière fois. Tu t'es dit, Arthur, il picole pas beaucoup. Non, mais il y avait plus de une noms... ZEP, ça suffira. Il y avait plus de noms... Il y avait 3 ZEP, d'alcooliques. D'alcoolisés. Santé. D'alcoolique. Du coup, tu m'as arrêté dans ma... Il y avait plus d'alcooliques d'habitude autour de cette table. Ouais, je t'ai arrêté, je t'ai coupé, mais du coup, Moi, j'ai un très mauvais tu me la rends bien, restaurateur. tu me la rends très bien, salaud. Voilà. C'est mieux. Ah ouais. Je suis au marketing maintenant. Ah ouais, c'est bien. Non, je voulais dire, par exemple, en fait, ma question par rapport à l'avocat, c'était pas du tout que est-ce que c'est une bonne chose ou pas d'enlever l'avocat. C'est clair que c'est une bonne chose. Ma question, c'est est-ce que le client final le voit et est content, ou en fait ça passe complètement à côté et puis tu l'as fait pour toi, tu te sens mieux, tu fais ta bonne action, mais tout le monde s'en Il tape. doit y avoir de tout, gars, je pense. Il y en a Ce qui est marrant, c'est que quand même, du coup, on a fait un post pour expliquer notre démarche sur Insta. C'est sûrement fait incendier par certaines personnes. Et ouais, mais attends, pour la première fois quand même, nous on s'est fait un petit peu incendier. C'est Bobo machin qui veulent nous imposer ce qu'il veut. Mais ce qui était marrant, c'est que les 1 ou 2 commentaires, il n'y en avait pas beaucoup. 1 ou 2 ou 3 commentaires qui n'étaient pas contents. Mais on n'a rien eu besoin, on va dire. Il y a tous les autres qui leur ont un petit peu expliqué la vie. Et encore une fois, nous, on condamnait pas, par exemple, la consommation d'un avocat. On disait juste, si vous avez envie de faire un avocado toast, honnêtement, c'est très très facile à faire comme recette. Tu le fais chez toi tranquille le dimanche, quoi. Et tu achètes 2-3 avocats au moment où tu les fais. Mais nous, on n'a pas envie de taper 200-300 avocats par semaine. Mais est-ce qu'on garde combien de temps on garde un menu? Enfin, genre, il y a des concepts. Une grande question, ça. Combien de temps tu gardes un menu? Parfois, tu te prends la tête pour changer des menus, mais ça marche et puis ça sert trop à rien. Typiquement pour les brunchs, je pense que les gens ils s'attendent à avoir une bonne partie classique. Ouais. Pour l'instant, jusqu'à ce qu'ils se soient lassés, mais il faut être juste vigilant à la traîne, tu vois. Je pense que ça va bientôt arriver à Lausanne. Des gens qui vont chercher des brunchs un peu différents que des pancakes, des œufs bénédicts, des avocado toast et une salade stylée, tu vois. Ouais, je pense que il faut...
pour certains types, les brunchs, les apéros, tout ça, les gens, ils ont des attentes bien précises et ça vaut peut-être pas la peine de réfléchir des heures sur qu'est-ce que tu peux changer ou pas. Dans ces d'autres restaurants, nous, globalement, il y a peut-être 50% de classiques qu'on laisse parce que les gens, ils viennent pour ça. Et 50% qu'on change en fonction de la saison. Ok. Moi, je suis aussi intéressé de savoir, genre, comment tu juges genre, le nombre d'entrées, de plats, de desserts que tu mets à dispo. Enfin, tu vois, nous, les néophytes qui sont pas dans la resto, t'entends souvent le même argument, genre, si le menu, il y a trop de tout dessus, ce sera moins bon que si le menu était petit et du coup, en fait, ils maîtrisent leur truc. Ouais. Mais en fait, il y en a de plus en plus, je crois, des menus avec des restaurants avec des petits menus. Justement, mais comment tu ça requiert moins de staff, ça requiert encore une fois, ça simplifie aussi un peu le process. Ouais, bien sûr, justement, mais quel est un bon nombre alors du coup, genre pour le choix aussi. Tu as 2, 3 de chaque. Ah non, à mon avis, il faut un peu plus quand même. Ça dépend si c'était un restaurant. Enfin, c'est dur à dire sans avoir le contexte, mais globalement, je pense que il faut au moins 6 entrées, 6 plats et 3-4 desserts. Quoi. Si c'est dans un menu classique, entrée, plat, dessert, je pense que c'est important d'avoir un minimum de choix quand même. À part si tu vas dans un endroit où effectivement tu vas pour le chef et tout, et tu sais que le chef... encore une fois, c'est une question de goût. Hein. Enfin, tu vois, quand tu commences à bien connaître, tu sais que certains barman, ils vont faire des cocktails qui vont être plus acides, d'autres plus sucrés, d'autres plus forts, et tu vas développer un peu ton affinité avec tel ou tel barman qui aura plus ce style-là, ce style-là. Pareil avec les chefs de cuisine. Moi, il y a des chefs de cuisine, en vérité, ceux que je connais bien, ceux que j'aime ce qu'ils font, j'ai envie de me poser là-bas et te dire, vas-y, fais-moi ce que tu as envie de me faire. Fais-moi ce que tu as envie de me faire, vas-y. C'est quoi ton restaurant préféré en Suisse ou même à Lausanne? En Suisse ou à Lausanne? Ouais. Voilà, tu me prends un dépourvu là. C'est pas facile comme question. Hein. Ouais, bah il y a quand même beaucoup de. Ah bah ça devait tomber un jour ou l'autre. Bravo, Curie. Bon, c'est pas grave, c'est juste une barrette. Mon restaurant préféré. C'est dur, il y a eu tellement de mouvements, tellement de bougements, ça commence à devenir dur. On pourra enlever l'hésitation au montage, hein, je pense. Mais... le rideau. Mec, la réponse instantanée, tu sais. J'attendais que tu la T'en fais. Arthur. À l'époque, quand j'étais à l'échelle, j'aimais bien Hit Me là-haut. Maintenant, ça m'a fait... Le jajaf, ça me fait triper quand même, mais c'est pas mon préféré, mais t'as un peu l'impression d'être un aventurier et tu vas au milieu de la savane, au niveau de la jungle, et tu vas pour découvrir des associations, des trucs. Le jajaf Avenue des Chalands, je trouve ça intéressant. C'est Aude qui a lancé ça, non? Ouais, c'est Joe, l'ancien de la Grenette. Oui, exactement. Jajaf Avenue, ouais. Écoutez, je vais être honnête avec vous, quand tu as 3-4 restaurants, tu dois quand même y aller beaucoup pour montrer que tu es là. Donc, c'est un peu le danger, mais tu perds un petit peu ta curiosité d'aller essayer de nouveaux restos dans ta ville pour voir ce que fait la concurrence. Parce que quand tu as 4 restos, tu essayes d'aller 1 ou 2 fois au resto dans chaque, mais tu as vite fait d'aller plus dans tes restos, malheureusement. Et on va plus dans des restos quand on va à l'étranger ou quoi, mais finalement, c'est une erreur qu'on fait probablement. Mais, alors, même mon restaurant préféré, maintenant, j'y reviens. Mon restaurant préféré à Lausanne, ça a été longtemps Amici, mais ils ont déménagé maintenant. Ah ouais. Mais là-bas, j'ai mangé dans le top 3 des meilleures pâtes de ma vie. Petits pois, gambas, un truc, c'était ouf. Quand on me demande si je veux faire mon anniversaire au restaurant, je l'ai fait récemment d'ailleurs quand ils avaient déménagé à la Cité, je l'ai fait chez eux. J'adore les pizzas de Forbici. Forbici au flanc. J'adore me faire livrer par Slice Pizza qui est au Valentin pour ce qui est des pizzas. C'est vrai que c'est Ah, ils sont bien. Moi, Slice Pizza. J'habite à côté, mais j'ai jamais essayé. Non, mais vraiment, en tout cas en livraison, pour moi, et en plus,
Nous, eux, pareil, ils ont ouvert leur pizzeria en même temps que nous au Pointu. On les connaît depuis le début. Ça fait plaisir de donner ton argent, d'acheter un truc d'acheter leurs produits à ces gens-là. Et en pizza de livraison, outre Dietchi, qui sont aussi très bons dans ce qu'ils font, mais ça vient de plus loin et ça met plus longtemps. En pizza de livraison, pour moi, Slice, c'est une valeur sûre, mais vraiment de ouf. Bon, Parce qu'une pizza, pour moi, elle doit pas en livraison. J'ai vécu longtemps en Italie, j'aime beaucoup ça. Et ça doit pas être. Si elle a déjà 15-20 minutes de route, même si c'est une très bonne pizza, elle va pas être très bonne. Moi, livraison pizza, ça a toujours été Fratel. Mais tu sais que Slice Pizza, c'est le même Peter, c'est Fabrica. À la taproom. On a les pizzas qu'on a à la taproom. Fabrica. C'est eux? C'est Peter, ouais, exactement. C'est les mêmes pizzas. Ah, parce qu'elles sont bien. Bah oui, exactement. T'habites à côté, donc t'iras un peu. C'est pas les meilleures pizzas de Lausanne, mais les pizzas en livraison, pour moi, c'est bien. Forbici, c'est un autre niveau de pizza. Et ton restaurant préféré ever? Étranger, machin, la plus belle expérience gastronomique que t'aies vécue de ta vie? Oh merde. J'avais pas réfléchi à ces questions. J'en ai deux, trois à passer en revue. Si tu veux, tu peux répondre à des questions que t'as préparées, mais dont je sais pas. Je pense qu'en Italie, j'ai quand même un gros lien avec l'Italie parce que mon père a toujours travaillé là-bas depuis des années, même s'il est français. En Italie, ils ont ils ont une gastronomie régionale qui s'exporte pas du tout, mais qui est ouf. Vraiment, quand il habitait à Bologne et autour, t'as des petites collines, machin, et t'as des restos et tu découvres vraiment des spécialités culinaires italiennes qui ont les mêmes préceptes que nous, celles qu'on mange, c'est-à-dire que c'est des bons produits bien faits, mais pas compliqués. Et autour de Bologne et à Bologne, tu fais vraiment des trucs. Celle là-bas, je saurais pas t'en citer un, j'en avais un en tête, mais c'est au sommet d'une colline. Je saurais pas te dire, mais j'en garde un souvenir impérissable de celui-là. À Rome aussi et dans les environs. C'est pas San Gimignano? Parce que près de Bologne, sur une colline, j'ai mangé un de mes meilleurs restaurants de ma vie. C'était vraiment Bologne. San Gimignano, c'est des gens Toscane, je dirais presque. Mais donc les restaurants de région Italie qui sont bien tenus par des amoureux de ce qu'ils font, tu manges généralement très bien. Et puis c'est des trucs qui sont inconnus, alors que vraiment ça mériterait d'être connu, mais tant mieux si c'est inconnu. Et en fait, tu te rends compte que la gastronomie italienne qu'ils exportent à l'étranger, c'est la gastronomie vraiment très mainstream. C'est la même chose avec la Chine, c'est la même chose avec la France aussi d'ailleurs. Il n'y a pas beaucoup de restaurants de brasseries françaises qui vont proposer des tartes flambées à l'étranger, par exemple, tu vois. Alors, parce que c'est une spécialité typiquement alsacienne. Exact. Le terroir régional, il ne s'exporte pas beaucoup et celui en Italie, il mérite d'être connu, je pense. Meilleur restaurant que j'ai fait, c'est dur là. Il va me travailler celui-là. Attends, toi, c'est lequel toi, tu sais, toi, répondre. C'est un qui t'a marqué, mais j'ai jamais. Je pense que c'est parce que c'est récent aussi. Il y a 6 mois, l'expérience la plus dingue que j'ai fait, c'est Danny Kézard au président Wilson. Le Bayview. Ah oui, à Genève, là, c'était franchement et assez drôle. La semaine d'après, j'ai mangé chez Hélène Darroze et c'était quand même le poulain de Hélène Darroze. Ah ouais. Et alors, t'as retrouvé Top Chef. Et j'ai préféré Danny Kézard. Ah ouais. Il y a un truc générationnel aussi probablement là-dedans. Hein. Non. Attends, on va trouver. Je sais pas s'il y a du papier ou un truc comme ça. Faut savoir que je suis le restaurateur le plus maladroit que vous pourrez trouver. T'as le chien tel mec, T'as des mouchoirs, un truc comme ça? Bon, il n'y a pas beaucoup à part ça. Il n'y a pas sur les caps. Mais non, on va rien. Ça va être absorbé. Ça va. C'est toi. Donc je disais, oui, alors Danny Kézard, complètement. Genre, expérience la plus dingue. En fait, chaque plat, tu goûtes un truc, un goût que tu n'as jamais goûté de ta vie. Tout a une histoire. Il t'explique le pourquoi, le comment. Il y a énormément de storytelling. Et c'est aussi fait, c'est pas de la cuisine moléculaire, mais tout est impressionnant, tu t'attends pas à manger ça comme ça, etc. etc. Ça fait beaucoup de sens et au niveau du goût, c'était juste excellent, quoi. L'assaisonnement, il te ramène du poivre, il te ramène un assortiment de poivre, plein de beurre différents, des machins. Tu sais, c'est plein de petits trucs, puis on était très bien servi. Je pense que le service fait beaucoup, tu sais, c'est un étoilé, mais t'as pas ce chichi de... ouais. Ça a tendance à disparaître ce chichi, je crois. Exactement, et du coup tu te sens bien, tu te sens à l'aise, le cadre est quand même génial, t'as ces vitres qui sont teintées, donc en fait t'es devant le lac, tu vois tout le monde marcher mais personne te voit, et du coup t'as ce côté en plus, tu sais, posé dans la rue, tu regardes les gens, tu manges bien, les vins sont bons, il a une super bière de la nébuleuse aussi. Et toi, Koros? Bah, écoute, moi je vais répondre un truc qui va sonner un peu...
un peu bling bling. Anne-Sophie mais je m'en Pic. fous, Anne-Sophie Pic. Non, Noma. Mais. Ah, Noma, ah ouais, bah, Mais- en même temps. Mais tu vois, le truc, c'est que il y a, je pense, la réponse du restaurant préféré ever, elle est impossible à répondre. Bah, c'est ce que j'étais en train de réfléchir aussi. le dernier- Moi, il y a des plats qui m'ont marqué. C'est la C'est plus dernière des plats. grosse quoi, émotion, qui on m'ont va dire. marqué, Et puis, ma dernière grosse émotion, c'était Ouais. le Noma et c'était la putain de balle, mec, honnêtement. Parce que moi, Bon, ça a valu le tarot, même si c'était amusé, c'était exceptionnel. Ouais, C'est trop bah, marré. en même temps, Et c'était délicieux. ça avait l'air d'être Super bien une présenté. vraie expérience. Et puis, quoi. ouais, Vraiment, l'équipe l'expérience, incroyable, la présentation incroyable, la Ouais. qualité incroyable, le cadre. Enfin, non, c'était super. Bah, tu vois, ouais. Et tu vois, moi, j'arrive pas à te répondre sur un restaurant parce qu'en fait, je suis assez peu sensible. Je suis assez peu sensible à certaines choses dans les restaurants. Et ce sur quoi je suis vraiment le plus sensible de très loin, c'est la nourriture. Et finalement, pour l'instant en tout cas, j'ai jamais eu la chance de faire des expériences comme le Noma ou quoi. J'ai fait quelques petits étoilés, des trucs comme ça, mais genre typiquement, je crois pas. Ouais, j'ai jamais fait un 3 étoiles. J'ai fait 1 et 2 étoiles Michelin, mais jamais 3. Et je me rappelle très bien de certains plats qui m'ont fortement marqué, mais vraiment comme si c'était hier. Genre typiquement le amici, là, le truc petits pois et petites gambas toutes fraîches qui étaient une tuerie avec des pâtes fraîches, le tout ensemble. Des desserts, genre des cinnamon rolls, mais minutes qui t'envoient avec une glace vanille. Enfin, vraiment des plats et des expériences gustatives très spécifiques, mais je crois pas que j'arrive à déterminer pour l'instant un restaurant. Mais c'est une bonne Dans remarque. lequel je sois sorti vraiment à la fin en mode waouh, Ouais, j'ai vraiment kiffé du début à la fin mon expérience. T'as déjà fait l'hôtel de ville Je suis de peut-être Crissier? relou. Hein. Parce qu'on a quand même à Lausanne, à côté de Lausanne, on a un des meilleurs Non, restos je du sais, monde. je suis mauvais. Ouais, je suis allé la première fois il y a. Ouais, c'est bon, mais honnêtement, c'est pas le même cadre. Hein. Et Ça, c'est quand même aseptisé, hein, le alors, cadre. c'est aseptisé, c'est beaucoup plus. Alors, il y a pas trop de chichi, mais Je crois que eux ici, c'est ils sont en train d'évoluer gentiment. Ah ouais, exactement. vers, Et par un contre, en service termes un de peu goût, plus, genre ça fait partie, je pense, il est dans mon top 3, tu vois. Genre, on a quand même de la chance parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais on a quand même un des plus gros restaurants du monde, un des meilleurs restaurants du monde, juste à Crissier, quoi. Est-ce que tu t'attends à. Mais je crois que la haute gastronomie, en fait, c'est un truc qui me correspond Non, pas mais, vraiment. mais la haute gastronomie à ta manière, tu vois, genre. Au Ouais, final, moi je ce que préfère j'aime bien, avoir c'est clasher entrée, avec le- plat, dessert où il y a de la recherche, des Non, mais découvertes ce que et je veux tout, dire, c'est mais que quand tu fais ces plein de expériences, petits plats comme Quand ça. tu fais ça tes me- expériences, c'est sûr, mais tu peux aussi approcher la chose. Tu vois, genre moi, aller faire un 3 étoiles en mode coincé du cul, en costard cravate et tout, moi ça m'intéresse pas, tu vois. Ouais, bah, moi non. Moi, j'ai fait Crissier, la dernière fois que j'ai fait Crissier, j'ai blackout, mec. Et genre, je me rappelle pas la moitié du truc. Mais j'ai surkiffé, c'était de la balle. Je sais qu'on a bien bu, je sais qu'on a bien mangé. Ce que je me rappelle, le reste des ouïs dire. Et puis c'était fun et j'ai rien à foutre. Tu vois, Parce que tu manges trop de trucs après au bout d'un moment, t'arrives Ouais, pas à. Ça fait trop, moi je préfère un truc avec des portions un chouïa plus généreuses, mais toujours le même travail dans l'assiette, mais d'avoir un peu moins de plats parce que trop de petits Ah ouais, plats ouais, tuent ça, le. En Espagne, ils sont pires. Ils sont... Tue le plat. mais- Parce que la haute gastronomie espagnole, mec, t'as 40-50 bouchées, mec, c'est un truc de malade. Ouais. J'en ai fait un à Madrid, j'avais 17 plats avec 17 vins. Ouais, non, mais voilà. C'était un 2 macarons Michelin, tu payais 200 € à Cormet 20 plus les 17 plats. Hein. Donc c'est vraiment rien. On était allé avec ma copine, je lui avais payé pour elle avait fini son master, du coup c'était un peu la soirée de graduation, machin. Et pareil, au bout du 9e plat et 9e verre de vin, les deux on a blackout. Genre, on se souvient le que dalle, comment on est rentré ou quoi. On était hyper bourrés, on s'est bien marré, mais aucun souvenir de la fin, quoi. Ouais. Enfin, pour moi, le moment, c'est l'émotion, c'est du moment. Comme tu dis, tu vois, genre, il n'y a pas 100% des plats qui vont te transcender, mais c'est pas le but. Enfin, genre, t'achètes un album. Moi, il n'y a Ouais, tu vas aucun pas, album où il y a 100% des chansons que genre, j'écoute en boucle, tu vois. Il y a forcément c'est propre à chacun, tu vois. Ce qui est important, c'est pour ça que quand tu dis le plus beau le meilleur restaurant du monde, blabla, en fait, non, enfin, c'est l'émotion du moment, tu vois. Genre, et puis, ça peut l'être avec un gastro, comme ça peut l'être avec un petit boui-boui C'est clair. tout pourrave, hein. Au final, la qualité de la nourriture, elle peut être présentée de mille manières différentes. Genre, du moment que c'est bien fait, Ouais. enfin, c'est bien travaillé avec des bons ingrédients, mec, tu passes un bon moment. Hein. D'ailleurs, je me demandais dans toutes tes années. Et puis souvent, les plats dont je me rappelle, c'est aussi que il y avait une expérience un peu humaine derrière où genre c'était des chefs que je connaissais ou des Voilà, trucs comme ça clairement. qui connaissaient peut-être un petit peu ce que je faisais. Pareil, quand à un moment je bossais à Sion, il y avait une chef italienne qui m'a travaillé avec son mec.
eux aussi, pareil, j'ai goûté des pâtes de ouf avec des oursins, des trucs vraiment que je n'avais jamais goûté avant. Et pareil aussi, si je suis aussi un adepte de la pizza, c'est que l'autre restaurant qui était à Sion, j'avais recruté un pizzaïolo napolitain. Et c'était pas du tout connu les pizzas napolitaines à l'époque. Hein. J'ai fini en 2012 le HL, du coup c'était en 2013, je crois. La pizza napolitaine, ça existait à Naples. En gros, hein, à peu de choses près. Luigi a commencé gentiment d'avoir un ou deux restaurants, mais c'était vraiment pas du tout mainstream. Et lui, mec, il venait de Naples, il m'a appris tellement de trucs. Et c'est là que je me suis dit que moi j'aime pas trop les pizzas avant ça. Enfin, c'était ok, tu vois, mais comme les burgers, quand t'as pas envie de cuisiner ou que t'as envie de te commander un truc, quoi. Et là, j'ai connu la pizza napolitaine, mais un peu avant tout le monde, et j'étais là genre... Ah, mais en fait, j'aime plus que ça maintenant. Tu m'étonnes. Mais pareil, il m'a écrit sfilatini, c'est des sortes de pizzas qui sont beaucoup plus, un peu comme des calzones, mais beaucoup plus effilés, comme ça, et plein de trucs qu'on connaît pas ici, et où ça se voit qu'il transmettait sa passion et son savoir-faire, qui est quand même un savoir-faire assez unique. Et là, tu vois, j'ai été beaucoup plus réceptif, et mec, les pizzas qu'il faisait, j'étais là, mec, c'est les meilleures pizzas que j'ai jamais mangé de ma vie. Et depuis ce jour, je peux plus manger que des pizzas comme ça, parce que moi, c'est ce qui me correspond, tu vois. Ouais, je comprends. Mais ça nous est arrivé à tous, hein. Ça vous est jamais arrivé, vous? Moi, j'ai 2-3 exemples comme ça. Quand j'étais petit, vers 6 ans, j'ai eu de la chance d'aller en Thaïlande. En revenant, j'ai plus jamais mangé un ananas ou une mangue en France. J'ai grandi en France. Du coup, une ananas ou une mangue en France, parce que je trouvais ça dégueulasse et que je me rendais compte qu'on nous refilait un truc qui n'avait pas de goût par rapport au vrai goût que ça devait avoir. Pareil avec le limoncello, je suis allé sur une petite île en face de Naples et un vieux monsieur m'a fait goûter les mêmes limoncello qu'il faisait dans son jardin avec ses citronniers, et tu étais là genre... Ah, mais c'est super bon ça, en fait. C'est marrant ta question, parce qu'au final, t'as raison. Genre, ça m'est arrivé plusieurs fois. Enfin, ça m'a essentiellement avec tout ce qui est la cuisine japonaise, tu vois. Après, il y a tu vas à Tokyo, tu vas voir un maître sushi, manger un sushi chez justement, un mec du coin. C'est que, voilà, donc c'est vrai. Genre le sushi, genre depuis que j'ai découvert les sushis là-bas, genre ici tu t'es blasé, mais ça m'empêche pas de quand même aller bouffer des sushis des fois, et puis quand même être déçu derrière, et quand même te dire j'ai trop payé pour cette merde. Et puis, mais voilà, c'est pas comme je dirais pas genre je peux plus jamais le faire. Mais c'est vrai que le biais, il reste maintenant. Enfin, c'est idéal. Et puis, moi, je trouve ça beau. J'aime bien découvrir des trucs comme ça. Hein. Ouais. Ah, c'est sûr. Te dire que toute ta vie, t'as été un peu aveuglé par ce que tu connaissais, mais qu'en fait, il y a un niveau supérieur que tu surestimais même pas, et qu'une fois que tu l'as atteint, tu peux plus trop redescendre. Je suis d'accord, mais pareil, hein, ça m'arrive de manger de l'ananas ou de la mangue. On en parle. Mais c'est un peu à contre-cœur. C'est ça. Le meilleur exemple, pour moi, c'est la bière. Hein. De loin, tous les gens qui commencent à la nébuleuse, je leur dis... J'ai tendu la perche tout à l'heure, Coros, tu l'as pas saisi, putain. Tous les gens qui commencent à la nébuleuse, je leur dis, profite de boire n'importe quelle bière comme tu veux, parce qu'au bout de 6 mois où tu as accès à des bières artisanales, faites avec amour, machin, et quand tu as accès à ça tout le temps, il y a un point de non-retour. Hein. Au bout de 6 mois, tu reprends et tu es là genre, attends, mais je buvais ça tout le temps. Et moi, impossible. Ma copine, ça l'a fait marrer. Elle me fait des fois des dégustes à l'aveugle. On a déjà fait. Genre, elle me disait, ouais, tu racontes des conneries, machin. Elle me met genre plusieurs crafts, plusieurs industriels. Je te dis, ça c'est dégueulasse, ça c'est dégueulasse. Et je me trompe pas du tout. Hein. Il y a un gros switch qui se fait. Et ce qu'on disait avant, le palais s'habitue, en fait. Où t'y arrives plus à un moment. Si t'arrives à sentir le goût d'aluminium, t'arrives à reconnaître les lagers, non? Pour moi, lager, c'est goût d'aluminium. C'est ça. D'autant plus en canette. Magnifique, c'est 16h. C'est 16h, bah écoute, merci beaucoup Arthur. On aurait pu faire un marathon. On aurait clairement pu. Mais 2 heures c'est court, hein. En vrai, on pourrait, la prochaine fois qu'on fait un... Tu sais quoi, on refera une édition l'an prochain où on se fait un 8h, un 8h, 16h, on mange. Je suis sûr que ça va être passionnant ce qu'on va raconter au bout de 8h. Prochaine fois, tu me fais des rappels plus réguliers, s'il te plaît, pas juste la veille. Ouais. Je vais essayer d'être frais une fois quand même. C'était très chouette. C'était dans ma bucket list de faire un podcast une fois dans ma vie. En tout cas, une fois. Donc, un c'est plaisir, fait. Arthur, en tout cas, super. Deuxième élément, c'est
Et je vais me l'offrir pour mes 35 ans à moi et ma copine qui fêtera ses 35 ans et moi 35 ans. J'espère qu'elle ne reviendra pas de ça. Faudra couper au montage. Elle va connaître les surprises sinon. On va couper Bon, elle a pas Instagram, t'inquiète. On aura coupé avant, t'inquiète pas. Critères de sélection. Ou si Olivier, tu nous écoutes, enlève bien la partie où il parle d'offrir un truc à sa copine, c'est une surprise. Merci Olivier.